On va prendre un petit peu moins de 2 heures pour parler des accords commerciaux en matière de revente, avec une réflexion initiale qui est de se dire agir plutôt que subir. Une fois qu'on a donné ce grand principe, on fait comment ? Les questions qui nous ont rassemblés et qui ont permis de rassembler ce plateau que je vais présenter sont plutôt de se dire quel est le retour d'expérience dont on peut faire part pour vous permettre à vous d'anticiper ou de réfléchir au second marché. Donc on va faire passer les micros, chacun va se présenter assez succinctement. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez ici alors un consultant, moi-même, et à la fois des personnes qui vont représenter les producteurs, ceux qui créent l'offre, et puis une partie des représentants, en tout cas de l'écosystème, en matière de vente et de revente. Donc chacun va vous faire part de son retour d'expérience, la manière dont ils ont eu à gérer la situation, comment ils ont pu la gérer, quels problèmes ils ont pu rencontrer, quels succès ils ont connus, et quelles sont les différentes alternatives, parce qu'évidemment, ce qui fait la richesse de notre filière, c'est qu'elle est plurielle, et que les solutions des uns ne sont pas nécessairement celles des autres. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions, il y a des contextes. Donc, je vais faire passer le message et chacun va pouvoir se présenter en 3 secondes. Alban, je te laisse commencer. 3 secondes. Alban. Non, je suis Alban de Place Minute, fondateur et le gérant. On est une billetterie qui fait de la revente sécurisée et sans spéculation depuis maintenant 7 ans. Et en plus d'une billetterie primaire, bien sûr. Et avec une revente à prix coûtant, puisque la commission est de 1% avec un minimum de 25 centimes. On le voit comme un produit supplémentaire à une billetterie que toutes les billetteries devraient avoir. Merci. Je suis Victor de Oliveira, responsable billetterie à la filière Muni de Paris. Donc, nous sommes un établissement public, donc producteur de la majorité de nos événements, certaines coproductions et certaines locations également. Nous avons une billetterie intégrée et il y a pratiquement une saison, donc je fais le choix d'intégrer une bourse aux billets, puisqu'on est vraiment, on avait vraiment besoin de faciliter donc la consommation. On a des publics très identifiés et qui donc ont besoin donc consomment beaucoup et ont besoin de continuer à consommer, échanger, etc. Voilà. Merci. Donc en fait, on va commencer ensuite rapidement par Victor qui nous fera son premier retour d'expérience. Mais je vais continuer d'abord le tour de table. Je suis Édouard Rostand, je m'occupe de la musique pour Dice en France. Dice, c'est une application de billetterie anglaise qui intègre dans son système un système de revente entre les utilisateurs. Et vous verrez ce qui est notamment un des intérêts, c'est qu'Édouard a un autre vécu, en plus de Dice. Il a été également organisateur et producteur. Donc c'est un cas assez intéressant. Il a les 2 points de vue. Toi aussi, oui, mais tu pratiques toujours d'ailleurs l'organisation d'événements. Il a 6000 personnes dans 3 semaines et encore des places d'ailleurs si vous voulez en racheter. Bonjour, moi je suis Thomael, je suis directeur général chez Fimalac Entertainment Ressources. Fimalac Entertainment, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on produit des spectacles et on exploite des salles, on y reviendra un peu après d'ailleurs. Je viens aussi du monde de la billetterie à la base, puisque j'avais monté E4Sport, une société de services dans la billetterie sportive. Et j'ai rejoint AP2S, qui est devenu maintenant Witix il y a 3 ans, qui fait aussi partie du groupe. D'ailleurs, je vois mon ancien collègue dans la lumière là-bas, Guillaume Taureau. Donc voilà, on en parlera un petit peu après de tous ces enjeux-là. Stéphane Loret, moi je suis directeur commercial chez Ticket Live. Ticket Live étant éditeur des solutions Aparté et Datasport, donc une solution sur le secteur culturel, une solution sur le secteur du sport, avec une bourse aux billets qui existe depuis pas mal de temps maintenant, depuis 2012 sur la partie sport, et de façon un petit peu plus récente sur la partie culturelle. Voilà, sachant qu'on édite évidemment la partie marché primaire et la partie marché secondaire, en tout cas pour les clients qui souhaitent activer ce module.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Marion Chambas. Je suis responsable des partenariats à TicketSwap. Donc pour ceux qui ne connaissent pas TicketSwap, parce qu'on a tendance à penser qu'on est une plateforme basée ici à Paris, en France. En fait, on est une plateforme tout simplement de revente de e-billets pratique, simple et juste pour tout simplement revendre et acheter des billets de manière sécurisée sur Internet. On est basé à Amsterdam. Et on est là aussi aujourd'hui pour justement débattre de ces différentes questions avec vous tous aujourd'hui pour essayer de collaborer ensemble pour trouver des solutions justes et pratiques sur du long terme et rendre le marché de la billetterie plus juste. Merci. Bonjour à tous, je suis Romain, cofondateur de la solution Shotgun, qui est une billetterie spécialisée sur live music event, avec une approche double, on va dire. D'un côté, on va viser à fournir aux producteurs d'événements tout un ensemble d'outils qui va leur conférer une autonomie maximale sur le pilotage, le management de sa base client, etc. Et côté public, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, un système complet, un dispositif complet avec marque blanche et plateforme de distribution, dont une mobile, qui permet tout au long du cycle de vente aux utilisateurs de pouvoir revendre leurs billets instantanément auprès de tout le public Shotgun qui utilise la billetterie mobile via un parcours qui interdit la spéculation et qui est 100% sécurisé. Et du coup connecté à la billetterie primaire parce qu'on est aussi la marque blanche du producteur. Voilà, merci. Voilà. Donc c'est là où vous allez voir la diversité des solutions qui peuvent s'offrir à vous, sachant qu'on n'est pas exhaustif. Alors, sur ce marché de la revente, quand on est une salle comme la Philharmonie, pourquoi et comment on s'intéresse au second marché? Qu'est-ce qui a amené la Philharmonie? Peut-être qu'on peut rappeler les chiffres clés de vente et d'activité. Combien de spectacles par an la Philharmonie? Voilà, donc on a une offre très diversifiée, essentiellement des concerts, effectivement. On a à peu près 500 concerts programmés par an. 500 par an, 500 plus d'un par an. jour, c'est ça? Oui, on peut avoir des week-ends à... Non mais bravo pour les chiffres, 6-7 concerts, j'arrive à suivre. absolument, ouais. D'accord. On a plusieurs jauges, on a des jauges qui vont de 200 places à 3500 places. Oui. On a une programmation, bien sûr, essentiellement classique, grand répertoire, mais aussi 20% de musique actuelle. D'accord. Et on a surtout des salles très fréquentées. Ça veut dire qu'actuellement, depuis pratiquement l'ouverture de la Philharmonie, donc en 2015, les chiffres se tiennent au-dessus de 90% de taux de fréquentation. Donc on travaille beaucoup avec des concerts pleins. Donc une problématique de rareté et de pénurie. Absolument. Très bien. Et ça fait, pour qu'on ait des chiffres en tête comme ça, en spectateurs, donc hors musée et visites ou ateliers, quelle fréquentation en spectateurs de... En concert, si je reste sur les 500 concerts, on a plus de 500 000 billets. 500 000 billets par an? Par an. D'accord. Sur 500 représentations. Voilà. D'accord. Et donc, le second marché, bourse aux billets, qu'est-ce que c'est chez vous? Pourquoi un second marché? Alors c'était très évident depuis pratiquement le début. On avait ce besoin d'apporter des réponses à nos consommateurs. Comme je disais au début, on a des consommateurs donc très identifiés qui ont des paniers, avec des paniers moyens de 8 concerts en moyenne. Et très souvent, ces consommateurs s'engagent 1 an et demi à l'avance. Donc ils s'engagent très très longtemps à l'avance et sans forcément connaître leur disponibilité sur l'année suivante. Forcément, ça a créé du no-show, ça a créé des absences. Donc on avait ce besoin d'apporter une réponse, de faciliter la consommation, de pouvoir récupérer ces places et pouvoir les réinjecter en quelque sorte. Donc depuis 1 an, donc la saison passée, on a cherché un petit peu partout des solutions et on a finalement choisi une solution intégrée proposée par notre éditeur donc là au bout d'1 an on a fait déjà le bilan sur à peu près 170 000 billets achetés par nos spectateurs fidèles, ça veut dire abonnés ou gros consommateurs. Donc 500 000 billets vendus par an, mais 170 000
concernés, c'est quoi ces 170 000? 170 000, c'est essentiellement des billets achetés très très longtemps à l'avance, donc un an et demi à l'avance. Et c'est surtout ceux-là, c'est cette cible-là, ce public-là, qui très vite nous a fait remarquer qu'il fallait qu'on leur apporte une réponse. Une réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas venir à ce concert-là, est-ce que vous me reprenez le billet? Est-ce que vous me remboursez, etc. Oui. Donc forcément non. Donc la solution, donc, elle était évidente. Il fallait donc leur permettre de revendre facilement, en toute sécurité, et d'une manière simple. Ça veut dire dans leur espace personnel, donc dans leur compte, donc un compte unique, pouvoir réinjecter le billet et donc être remboursé. Donc on parle des billets vendus par la Philharmonie via sa plateforme, oui. Qui permet au client, en restant sur la plateforme en question, de revendre son billet à un tiers. Exactement. C'est ça. Donc c'est pas un rachat par la Philharmonie qui va le réinjecter dans la vente, c'est un achat de spectateur à spectateur. Mais mécaniquement aussi, le billet il est mis en revente par le spectateur, donc le vendeur. Oui. Il trouve acquéreur. Donc l'acquéreur paye la Philharmonie rembourse le vendeur. D'accord, c'est la Philharmonie qui rembourse le vendeur. Oui. Et donc ça, vous l'avez encadré en tenant compte de la législation, c'est certain ? Absolument, oui. D'accord. Et alors, si on parlait des 170 000 billets concernés, et sur un an, est-ce que tu as des stats un peu sur combien de billets t'es concerné, etc. Alors, les stats sont assez intéressantes. Donc la première saison, on a eu à peu près 10 000 billets donc, mis en revente. Sur 170 000 ? Oui, d'accord. 10 000. Donc c'est une bourse qui n'est pas, donc, volontairement pour le moment, pas très, très visible sur notre site. Donc on est en train de travailler à la rendre davantage visible. Donc le public qui l'utilise, ce public-là, donc là, certains l'ont très vite identifié. D'ailleurs, on a remarqué que c'est souvent les mêmes qui remettent en vente. Quand ils ont compris le système, exactement. Ils achètent à l'avance, ils ont d'accord. Donc ces billets revendus, donc plus de la moitié est donc trouve-preneur. Et en plus de ça, donc près de 5 000 ont été revendus effectivement. 5 500 sur les 170 000 concernés initialement. Exactement. D'accord. Et d'autant plus qu'on a remarqué un rabais qui est pas très important, donc de 9%. Donc le vendeur revoit son prix forcément à la baisse légèrement, mais légèrement. Donc il n'y a pas une volonté de vendre rapidement en quelque sorte. D'accord. Donc c'est un service qui est pour vous, qui est vraiment un service. Est-ce que vous gagnez de l'argent sur 5 000 ça ne représente pas beaucoup d'argent, je suppose. Il est encore tôt pour le dire, mais on sent qu'il y a une autre consommation, puisqu'on est facilitateur en quelque sorte. C'est des publics abonnés, c'est des publics fidèles, c'est des publics qui ont des paniers, donc comme je disais tout à l'heure, moyen de 8 concerts. Mais si en plus, très vite, ils identifient ce service-là, parce que c'est un vrai service, ils pourraient dès le départ avoir des paniers à 10, 15, 20 concerts, sans problème, puisqu'ils pourraient en quelque sorte se débooker sur 2-3 concerts pendant la saison et être rassurés. Donc en année 1, c'est un service qui permet aux personnes qui n'en peuvent pas accéder au spectacle de revendre leurs billets, mais sur le plus long terme, c'est également un outil pour favoriser ou faire baisser les freins à la réservation, à l'achat. Avoir des paniers plus importants dès le départ. Oui. Donc consommer plus dès le départ, mais continuer à consommer tout au long de la saison. Et aussi, ça a un autre côté aussi bénéfique, ça nous aide aussi sur le no-show, c'est-à-dire que les billets donc revendus occupent, donc c'est des places occupées, c'est pas des places restées vides également. Ça fait pas de trou dans la salle. D'accord. Alors ça c'est un premier. On va poursuivre. Deuxième retour d'expérience, peut-être Thomas. Donc toi, tu es dans un contexte différent, puisque d'une manière récurrente, tu organises des concerts, oui. Mais pas du tout dans la même configuration que Victor. Exactement, puisque effectivement, on exploite aujourd'hui 27 salles à travers la France, des salles de spectacle, mais aussi des théâtres, et on produit par ailleurs des concerts d'à peu près 300 artistes francophones. Globalement, pour avoir une idée des chiffres, du côté des salles, ça fait 3 200 000 visiteurs ou spectateurs par an. Et pour ce qui est des spectacles qu'on produit, c'est entre 2 millions et 2 500 000 billets vendus chaque année. Donc là, on est sur une échelle bien plus importante quand on compare les chiffres, j'entends. Oui. De fait, oui.
et surtout une diversité de public et de spectateurs et de spectacles. Pardon. Oui, puisque là-dedans, on a autant des expos que des spectacles pour enfants, des concerts pénuriques, des longues séries, des pièces de théâtre. Voilà, enfin, il y a pour le coup, il y a tout. Exactement. Et donc, sur ce contexte-là, non, je pensais que tu faisais les questions, mais non, si tu veux, je vais les faire aussi. Je te laisse les trouver, comme ça je peux reposer un petit peu. Sur ce contexte-là, notre enjeu, il est assez simple. Hein. Aujourd'hui, on a des enjeux vis-à-vis des artistes, puisque aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nos clients principaux et premiers sont les artistes, c'est eux qui nous donnent des mandats sur des dates à produire et donc des billets à vendre. Donc on leur doit un certain nombre de choses, parmi lesquelles aujourd'hui les enjeux qui nous exposent et qui sont assez majeurs sont le fait d'être capable de contrôler le marché de la billetterie de manière générale, donc d'être capable de garantir aux spectateurs qui achèteront des billets, quel que soit le canal, que leur billet est valable et qui pourront entrer dans la salle une fois qu'ils l'ont payé. Donc ça, c'est un enjeu d'image qu'on garantit aux artistes. Il y en a un deuxième vis-à-vis de ça qui est aussi de garantir leur image sur une question de prix, puisque par définition, on se doit, nous, d'avoir la main sur les prix qui sont pratiqués chez les différents distributeurs avec lesquels on travaille. Et donc, par définition, sur le second marché, la question est aussi l'envolée des prix, éventuellement. Donc, on en parlera peut-être un peu d'ailleurs. Et après, on a aussi quand même un enjeu, nous, commercial, sur le marché primaire de manière générale, qui est lié au fait qu'on constate quand même, et je pense que beaucoup peuvent faire ce constat-là, que la tendance est plutôt à de l'achat tardif sur l'ensemble de ces spectacles. Et donc, on cherche un certain nombre de leviers pour encourager les spectateurs à acheter plus tôt. Parmi ces leviers-là, on en trouve plein qui existent sur le marché primaire. On a développé du coup, que ce soit avec Witix et avec Aparté sur la partie front et back de nos outils, des fonctionnalités permettant de faire du billet flexible, ce qui sur des expos ou des pièces de théâtre est particulièrement utile, augmente les taux de conversion de nos paniers en ligne, etc. Donc ça, c'est plutôt pour des fonctionnalités de marché primaire. Et après, effectivement, la capacité de promettre dès la mise en vente l'intégration d'une bourse d'échange intégrée garantit aussi aux spectateurs qui auraient fait le choix d'acheter dès le début qu'ils auront une possibilité de remettre en vente encadrée de manière légale. Et là, on revient pour le coup un peu sur des enjeux communs qu'on peut avoir. D'accord, merci. Alors, quand on parle du prix du billet sur le premier marché, tu nous parles d'image. On sait aussi que les mises en vente sont de plus en plus tôt et qu'il y a des enjeux de trésorerie très forts qui sont liés à ces mises en vente plusieurs mois à l'avance. Le second marché là-dessus vous aide dans quelle mesure? Tu me dis c'est pour permettre au public, mais quelle communication est faite auprès du public dès la mise en vente? Parce que j'ai plutôt le sentiment que sur les mises en vente initiales, il y a une dramatisation avec une mise en scène, avec beaucoup de communication sur on a vendu très très vite beaucoup de billets, et puis il y a également une séquence. Alors ça concerne moins la musique classique, mais ça concerne plus, on va dire, les musiques actuelles, voire les mondes du festival. Mais il y a une pré-séquence de mise en vente sur des réseaux. Alors ça peut être American Express, ça peut être autour de bases de fans. Mais faut agir tout de suite, sinon on n'aura jamais le billet. Et on ne nous parle pas du second marché. On nous dit en communication, c'est maintenant ou jamais. Oui, alors ça, c'est pour créer, pour le coup, effectivement, plutôt un sentiment d'urgence chez le client et donc de faire en sorte qu'il anticipe son acte d'achat. On l'a tous fait, hein, c'est maintenant ou jamais, allez-y. Oui. Oui, exactement. Mais... Après, notre enjeu, on a une chance que notre enjeu ne soit pas la trésorerie sur ce sujet, de par le fait qu'on a un actionnaire quand même qui permet justement d'assumer ces enjeux-là. En revanche, l'enjeu, c'est le succès in fine, parce que ça, pour le coup, notre actionnaire est aussi très fort pour nous rappeler qu'il faut un succès financier sur les spectacles qu'on produit et les salles qu'on exploite. Ouais. On lui fait confiance pour ça. Mais le succès final du spectacle, en fait, concrètement, plus on laisse les spectateurs acheter tard, plus on a de chances qu'ils finissent surtout par ne pas acheter ou acheter ailleurs, parce qu'on est aujourd'hui tous dans une concurrence extrêmement dense, que ce soit le monde du spectacle lui-même intrinsèquement parlant, je veux dire, mais également avec le monde de la culture de manière générale, du loisir. Le cinéma est un de nos principaux concurrents, la télé en devient un, les tablettes, etc. Donc forcément, plus on fait anticiper l'acte d'achat aux spectateurs, plus on a de chances de vendre des billets tout court, même sans parler de cette question de trésorerie.
Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour nous. Et après, sur cet enjeu de pression, ce qui est aussi important, c'est d'être capable de capter des parts de marché. Et aujourd'hui, c'est effectivement pour ça qu'on continue de recevoir des distributeurs quand on travaille avec eux sur des grandes commercialisations, tout un tas de demandes de pré-vente. Donc on se retrouve, alors c'était pas nous, mais comme Céline Dion à l'Arena Paris La Défense, où il y a à peu près 25 pré-ventes organisées en 6 jours. Mais ce qui globalement, in fine, a peu d'intérêt de les empiler. En revanche, nous, ce sur quoi on travaille, notre politique vis-à-vis des réseaux de distribution a été très claire là-dessus. C'est de dire que désormais, on souhaite un principe d'alignement entre les réseaux sur les mises en vente, les frais de distribution, les visibilités, etc. Et ce sur quoi, après, on souhaite travailler avec eux, c'est justement toutes les opérations qui ont lieu pendant la commercialisation et pas à la mise en vente. Donc voilà, on s'écarte un peu du second marché, mais c'était sur le sujet de l'urgence et de... Oui, mais en fait, fondamentalement, le second marché, il y a une dimension de service, mais fondamentalement, c'est un levier économique. Ça permet de se rattraper. Alors, on ne va pas refaire, on va rappeler toutes les affaires. Alors, de manière assez commode, on va dire que ça se passe aux États-Unis. On ne peut pas s'empêcher de penser que ça peut se passer aussi ailleurs qu'aux États-Unis. Je parle de la mise en vente par des acteurs du premier marché directement sur le second marché de biais, que ce soit des acteurs, des artistes, que ce soit des producteurs, que ce soit des intermédiaires divers et variés. Mais la réalité de l'économie du premier marché a un impact direct sur le second marché. Oui, de façon certaine. Après, ce qu'on essaye aussi de maîtriser et qui est assez important, c'est tous ces acteurs un petit peu naissants sur le second marché qui ont absolument aucun caractère officiel et avec lesquels on ne travaille absolument pas de manière contractuelle. On a rencontré aujourd'hui un certain nombre des acteurs qui sont autour de la table ici, et on fait d'ailleurs des tests, on essaye de faire des choses en fonction des couleurs musicales de leur audience aussi et de ce qu'on est capable de faire. On développe nous-mêmes nos propres outils de bourse d'échange, comme on l'a fait sur Mylène Farmer l'été dernier. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on combat des acteurs, et on ne va pas les citer ici puisque ce n'est pas l'objet, mais qui, avant même la mise en vente, annoncent des prix, annoncent des dates. Il y a un exemple très drôle, c'est la tournée d'MC Solar qui avait été mise en vente il y a 2 ans. Et sur la tournée d'MC Solar, 48 heures avant l'annonce officielle par l'artiste et donc par le producteur, on se retrouvait avec des dates annoncées sur un site, des billets mis en vente. En fait, la date n'existait même pas. Parce qu'elle avait été intégrée dans une V0 du routing envoyée à des réseaux de distribution et à eux seuls. Donc de là à dire qu'il y a éventuellement des fuites, je n'irai pas jusque-là, mais on peut le penser. Sauf que cette version du routing avait changé en cours de route et on avait des dates qui étaient annoncées à des mauvais tarifs et dans des villes qui n'allaient pas faire partie de la tournée. Donc là-dessus, on a un enjeu véritablement qui est aussi d'être capable de maîtriser ce marché de manière générale, parce que, in fine, et il ne faut pas l'oublier, le contact, en tout cas en ce qui nous concerne, entre les artistes et les fans existe de plus en plus. Il est de plus en plus commun, et Guillaume Taureau, au fond de la salle, en sait quelque chose, qu'on se retrouve appelé à 20h30 par un artiste qui nous dit j'ai reçu un message sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter d'un fan qui est bloqué devant la salle parce qu'il a acheté sur tel ou tel site. Voilà. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus nier ce schéma-là et on est obligé d'apporter des réponses à ces artistes-là. Et c'est un caractère important. Sur les enjeux, sur les motivations que vous avez, j'entends qu'il y a un service, mais il y a des engagements contractuels. Quand on parle des accords commerciaux en matière de revente, alors la Philharmonie est à la fois producteur. Vous produisez l'essentiel de vos spectacles. On produit l'essentiel, absolument. Donc vous n'avez pas la même relation contractuelle. On a une relation contractuelle, bien sûr, avec des artistes majeurs, malgré tout. Donc, de savoir que leurs billets se trouvent dans des sites un peu illicites, non, ils nous le signalent tout de suite. Et la pression que l'artiste peut faire sur la salle ou l'acteur du premier marché, vous ne le ressentez pas de la même manière? Non. Mais vous l'avez en live, en permanence. Et est-ce que dans les accords commerciaux que vous avez avec vos artistes, il y a des stipulations spécifiques qui portent sur l'encadrement et le second marché en tant que tel? Oui, puisque sur les contrats de production qui sont signés entre donc, les maisons de production chez nous et les artistes ou leur société de management, figurent des mandats de commercialisation de billetterie dans lesquels il est effectivement stipulé noir sur blanc qu'on nous donne mandat pour contrôler les distributeurs, qu'ils soient officiels ou non,
et donc sévir vis-à-vis, ça, y compris un mandat juridique, et donc sévir vis-à-vis des distributeurs qui n'auraient pas d'accord contractuel avec nous, et d'engager tous les moyens juridiques nécessaires, à nos frais bien évidemment, pour faire cesser ces actions-là. Donc pour avancer, Édouard, de ton côté, donc toi, je disais en introduction que tu avais une double casquette. Ouais. Sur cette approche, donc toi, tu as la partie outils dont on va reparler, mais sur la première casquette qui est l'organisateur, et j'aimerais bien également entendre Alban ensuite, mais quelle est la vision, le ressenti, avant même de lancer les ventes, mais comment on anticipe et on prépare ce sujet du second marché, de la revente, quand on est organisateur? Difficile de l'anticiper parce que ça dépend du remplissage d'un événement, principalement. Si un événement est beaucoup demandé et qu'il est complet, il y a forcément plus de risques de revente et de marché secondaire. Moi, j'ai organisé des festivals qui étaient des petits festivals en termes de jauge, mais avec beaucoup de demandes de billets. Et le problème principal c'est effectivement des personnes qui achètent des billets qui sont des faux billets ou des copies de billets ou des billets qui sont vendus 5 fois à 5 personnes. J'ai vu des œuvres d'art en la matière. Oui, j'imagine. Le musée de la billetterie un jour. Il faudrait qu'on le fasse. Oui. Et en fait, je pense que le problème de départ, c'est déjà le format du billet. Dès que le format est exportable sur un bout de papier ou par un PDF, il est forcément facile de le revendre, si on est mal intentionné en tout cas, de le revendre de la main à la main, à l'entrée des concerts ou sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est un point que j'entends qui est de dire, dans l'encadrement même du système de billetterie, les qualités intrinsèques du billet électronique doivent vraiment être anticipées pour éviter une duplication du billet. Ça, en tout cas, c'est une conviction que tu as. Oui. En fait, la conviction que j'ai, c'est que dès qu'il est imprimé ou dès qu'il est visible, il est facile forcément de le revendre. Et donc, Dice a trouvé une solution que j'ai trouvée. Du coup, on va te laisser présenter Dice. Le slide arrive à l'écran en même temps, comme élément. C'est que le billet, en fait, le QR code qui permet d'être scanné ne s'affiche dans l'application, et uniquement dans l'application, qui est une application qui est liée à un compte vérifié qui est lié au numéro de téléphone en fait de l'utilisateur, et le billet n'apparaît que 2 heures avant l'ouverture des portes d'un concert, ce qui permet évidemment de ne pas pouvoir le dupliquer avant, et il est en plus animé, donc je pense sur la présentation qui est là, l'écran n'est pas tellement en bonne forme. Ça fonctionne ou pas, je ne sais pas, parce que je crois qu'il n'y a pas de connexion. Enfin, on verra pas, mais en gros le billet est non seulement visible dans le téléphone, mais en plus il y a une animation qui se fait autour. C'est pas du tout le format de l'appli, mais le QR code bouge en plus d'être. Exactement. Enfin, il est animé tout autour des espèces de petits ronds là, il tourne. D'accord. Ce qui fait qu'il est animé, et ensuite, évidemment, dans l'appli, on a mis des protections pour qu'on puisse pas faire de screenshot. Donc ça multiplie En fait, la technologie permet finalement d'éviter que le QR code en lui-même, qui permet d'accéder à la salle ou au concert, ne soit pas exporté avant et ne soit pas revendu sous aucune forme que ce soit, aucune plateforme, et aussi non plus de la main à la main, etc. Donc là, vous créez un monde fermé, dans lequel vous maîtrisez du début à la fin votre distribution et génération de billets, et vous permettez au public de revendre le billet entre eux dans votre application. Il y a 2 solutions pour échanger le billet dans l'application. Quand le concert est complet sur notre réseau, ou parce qu'on a une exclusivité qui est complet, il y a la possibilité pour l'utilisateur de se mettre en liste d'attente. Donc c'est la slide d'après, mais ça sera toujours pareil, on ne va pas voir, mais concert complet, on se met en liste d'attente. Ce qui permet 2 choses, d'avoir déjà pour le producteur de l'info sur combien de demandes on aurait pu avoir sur ce concert-là, et aussi pour les personnes qui sont en liste d'attente, pour ceux qui auraient pris un billet qui pourraient pu aller au concert, type comme à la Philharmonie par exemple, de pouvoir retourner leur place. Donc la place est retournée, va être proposée d'abord à ceux qui sont en liste d'attente, qui reçoivent un petit SMS qui leur disent on a retrouvé des places, tu peux aller te connecter et récupérer une place. Donc premier arrivé, premier service, et par tranche de 25 personnes, reçoivent un texto, ils ont 30 minutes pour aller chercher la nouvelle place qui s'est libérée, et ainsi de suite, ce qui met que la personne qui retourne sa place est remboursée du montant du prix de la place. Alors moi, la question, l'organisateur du spectacle initial, est-ce qu'il valide d'emblée de jeu l'ensemble du dispositif technique en amont,
Ou parce que là, on est sur un circuit fermé. S'il veut augmenter ses capacités de vente, comment il fait? S'il veut vendre en dehors de Dice, comment on gère Il peut vendre en dehors de Dice, ça ne change rien. Après, ça lui garantira peut-être moins de sécurité ou moins d'échanges ou en l'occurrence, sur un concert comme l'Olympia, il est vendu sur le site de l'Olympia et sur plein d'autres plateformes, là, sur cet exemple-là. D'accord. Mais ça nous permet, nous, si on a vendu la location qu'on a eue, d'une part, et que ceux qui ont acheté la location pourraient ne plus y aller, de pas se retrouver coincé avec une place où on ne peut pas aller. D'accord. Et toi, en tant qu'organisateur de spectacle, comment tu as géré initialement cette problématique de second marché lorsque tu as conçu des festivals ou des... Malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire. On a une jauge qui est légale. On peut pousser un peu les meubles de temps en temps, mais malheureusement, les gens qui ont acheté des billets soit sur des réseaux sociaux, en achetant des billets qui ont été revendus plusieurs fois, une solution, c'est de leur dire qu'ils ne peuvent pas rentrer, oui. Ou alors d'aller acheter des places si on en a quelques-unes encore à vendre sur place, mais on peut pas, il n'y a aucune assurance dans ce cadre-là pour les faire rentrer. Et malheureusement, ils repartent ou ils font autre chose. Oui, alors ça crée. Alors après, on peut avoir des gestes commerciaux auprès d'eux. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Les assurances là-dessus remboursent les clients qui ont acheté des billets. Comment ça se passe? Le gars qui a acheté un billet sur une plateforme? Je ne sais pas, mais en tout cas... Est-ce que vous avez, des témoins? En général, quand ils achètent, c'est des arnaques sur les réseaux sociaux, souvent. C'est-à-dire que l'événement Facebook, quelqu'un va dire « j'ai des places à vendre », la personne va le contacter, va lui filer un code PayPal ou je ne sais pas quoi, et il va acheter des places. On va lui envoyer le format qui va être un PDF qui ressemblera forcément à une place achetée légalement, et puis finalement la personne aura fait ça avec 10 personnes, donc le billet, peut-être la première personne qui aura acheté le billet va pouvoir rentrer, mais les 9 autres vont rester bloqués à l'entrée. Okay. Je pense que c'est assez fréquent c'est pour tout, surtout libre également au format du billet, quoi. Que ce soit un PDF ou un papier imprimé. Alors Alban, autre organisateur et fournisseur de solutions. Nous, on est parti du principe quand on a monté la revente, on va souvent voir les contrôles d'accès de nos événements, quels qu'ils soient. Et effectivement, il y a eu des ventes de billets à la sauvette devant l'événement, des billets photocopiés. J'ai même une histoire sur Villa-Lobos au T7 en 2012. On est sold out 3 semaines, un mois avant, ce qui faisait qu'une date par an à Paris. Et des mecs avaient fait un Photoshop de la page de vente de Place Minute en ajoutant un code barre trouvé sur Internet, et les gens achetaient ce genre de billets. Donc le problème de la revente, c'est qu'il est multiple. Il y a plusieurs types de revente. Il y a ta revente où toi, ils achètent un an et demi avant et ils ne peuvent pas y aller, ils veulent revendre. Il y a, qui est pour moi le plus gros sujet, parce que c'est celui en plus qui est la personne qui vend son billet dans ce cas-là, elle est de bonne intention. Donc il n'y aura jamais de problème, même si le système n'est pas parfait. Ça, par exemple, Ticketswap qui a quelques défauts, si la personne part du principe de dire je ne veux pas, je veux vendre mon billet parce que j'y vais pas, il va pas avoir une logique de frauder. Par contre, celui qui est mal intentionné, je suis désolé, mais t'as beau mettre toutes les solutions du monde, si la personne est mal intentionnée et qu'en face quelqu'un qui a envie d'aller à cet événement-là, qui rêve d'aller à cet événement-là, et qui est prêt de mettre 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix, alors qu'il sait qu'il y a un risque, on peut rien faire. Moi, ce qui me dérange plus, c'est que certaines solutions, alors qu'on va pas nommer, ou qu'on peut nommer parce qu'on s'en fout sinon aussi, c'est par exemple sur Viagogo, quand... la première fois qu'on la cite. Hein. Voilà, non mais pour que le billet... moi, j'ai acheté mon premier billet sur Viagogo avec Rolling Stone au Stade de France il y a 7-8 ans, je crois. Je voulais acheter un billet sur la FNAC, parce que je suis habitué à aller sur la FNAC, j'aime bien la FNAC, et tout était vendu directement. Je suis allé sur Viagogo. Il faut savoir qu'au bout de 5 minutes, il y avait déjà des billets en vente sur Viagogo. Donc moi qui ai déjà revendu par le Paris Saint-Germain à l'époque mon billet sur Viagogo, on ne met pas 5 minutes à mettre son billet en vente sur Viagogo. Donc déjà, il y a un problème. Premier problème. J'ai acheté mon billet en fausse parce que je voulais y aller. Et je n'ai pas imaginé une seule seconde que les billets n'étaient pas contrôlés. C'est-à-dire que quand j'ai acheté sur Viagogo, je pensais vraiment que j'achetais un billet, je prenais 0 risque. C'est qu'après, en fait, où j'ai su qu'en fait, il y avait des risques. Et ce qui m'embête, c'est que toute cette économie-là qui a été créée a provoqué des problèmes qui n'existaient pas auparavant. La vente à la sauvette, tu prenais un risque, en fait, en achetant à la sauvette. On savait très bien que le gars n'était pas forcément... T'arrives devant, tu rentres pas, tu te dis, bon, bah voilà, je me suis fait avoir. Mais là, on te fait croire que le billet est entièrement valable, tu l'achètes, tu te pointes,
tu l'as pas, et après tu dois te plaindre pour récupérer ton argent. Mais si tu as fait 400 bornes, que tu es au fin fond du sud de la France, et que tu as pris un hôtel, pris un train, et que tu te retrouves bloqué à l'entrée du festival, et que le festival, il n'y a plus de place. Enfin, et c'est ça en fait. C'était en Corse, moi. C'est ça. Nous, c'est pour ça qu'on a inventé ce truc-là. Donc c'est l'organisateur qui choisit si oui ou non il souhaite mettre la revente, parce que c'est la loi. Je trouve dommage quand ils le font pas, parce que comme je leur dis tout le temps, mais s'ils veulent vendre son putain de billet, ils le vendent en fait. Voilà, donc il le fera tout de même. Autorise-la, c'est plus simple. Donc il a le choix d'autoriser ou non la revente. Nous, on prend commission frais minimum à cause des achats en carte bleue étrangère. On est obligé d'être à 1% avec un minimum de 25 centimes. Et le billet est détruit et un nouveau billet est créé. Mais à part communiquer sur la personne qui achète, il n'y a pas de solution en fait. C'est tellement dû en fait à la volonté de la personne d'aller voir le concert qu'on aura beau mettre toutes les solutions possibles. Alors l'autre solution, c'est faire comme vous, mais c'est-à-dire bloquer la vente. C'est-à-dire contrôler tellement la vente que tu compliques la vente. Ça devient infaisable en fait. Aujourd'hui, les grands concerts, ils ont besoin de travailler avec tous les réseaux. Ils ont besoin d'avoir de l'aide de tous les réseaux. En plus, les problématiques des concerts sold out, il n'y a pas non plus des milliers et des milliers de concerts sold out en France. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, c'est tout ça en fait qui... je vois pas vraiment. Donc, là, Alban, tu développes un sujet dont on avait parlé au préalable, qui est l'éducation. Il n'y a pas besoin de revente parce qu'il y a toujours des places disponibles. Non, parce que alors je vais te donner un exemple précis. C'est vachement à la mode sur Facebook maintenant. C'était marrant parce que c'est sur un festival dont on faisait la billetterie qui a été annulé, un festival Auto 10. Et des Anglais mettaient des posts sur l'événement où il y avait marqué annulé en disant qu'ils vendaient des billets 2 fois moins cher. Donc moi je me suis amusé, tu te doutes. Donc j'ai écrit à ce charmant jeune homme pour lui demander mais moi je veux bien racheter ton billet et tout, pour voir s'il allait essayer d'utiliser le système place minute et me dire ah bah c'est bizarre, j'arrive pas à le revendre. Parce que naïvement je pensais qu'il avait un billet place minute. Et pas du tout, il m'a proposé de me vendre un billet Ticketmaster. Sauf que vu que je m'occupais de la gestion de la billetterie, il n'y avait jamais de billet sur Ticketmaster. Donc il y a aussi ce problème-là. Il y a ce problème-là de même sur des événements qui ne sont pas sold out, de dire je vends un billet 2 fois moins cher, venez me voir en message privé. Donc en fait, le seul moyen, c'est de communiquer sur celui qui rachète le billet. C'est de lui dire, mais sauf qu'aujourd'hui, vu que certains sites sont assez pas super clairs et qui vendent des billets qui ne sont peut-être pas des vrais billets, bah, c'est que le consommateur, il ne sait plus à qui faire confiance. Donc la confiance, la communication, l'éducation des publics sur cette problématique de second marché, c'est un sujet ? Nous, c'est plus un sujet éthique que, tu vois, c'est pour ça qu'on ne prend même pas de... Non, je sais qu'il est uniquement éthique. Le but, c'est de rassurer les clients en disant, si vous passez par Place Minute, en rachetant le billet Place Minute, vous êtes sûr d'avoir un vrai billet. Et il y a même aussi, tu pourrais... nous, on a un système de transfert qui pourrait dire, bah, tu vois, si on n'arrive pas à résoudre le problème de la spéculation, nous, on a décidé que le plus important, c'était qu'il ait un vrai billet. La spéculation, tu ne pourras jamais lutter contre. Mais je me dis, nous, on a un système de transfert. Bah, si tu spécules et que tu t'arranges avec le mec, au moins, alors on ne le dit pas parce qu'on ne peut pas communiquer dessus, mais la personne le sait, il y a un outil de transfert de billets qui lui permet au moins d'avoir un vrai billet. Parce que moi, le plus important, c'est que le mec, il rentre au concert. On peut pas tout faire, en fait. On ne peut pas tout gérer. Donc on offre des solutions comme on peut. Ok. Ticket Swap, vous êtes présent sur certains événements en France en second marché. Vous avez également une place de second marché qui est ouverte. Alors vous allez peut-être nous expliquer le fonctionnement. L'éducation, la communication en amont auprès des publics sur le second marché. Quelle part prenez-vous, vous, Ticket Swap ? Puis après, j'ai envie d'avoir sur ce même sujet Stéphane. Alors, super intéressante question. Effectivement, ce que vous disiez tous, c'est que, et c'est là aussi c'est la raison pour laquelle moi je suis là aujourd'hui, c'est que c'est vrai que l'industrie secondaire de la billetterie a toujours, encore actuellement, une mauvaise réputation. Donc nous, Ticket Swap, ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie tout simplement de la réhabiliter et de montrer qu'il y a des solutions effectivement simples, pratiques et justes. Comment ça passe ? Par quoi ça passe ? Ça passe par des collaborations justement avec vous tous, je veux dire des collaborateurs de l'événementiel. Donc nous, Ticket Swap, on est là effectivement. Donc on est une plateforme de revente de billets, donc vraiment secondaire. Notre but tout simplement en fait, c'est de collaborer avec le plus d'acteurs possibles de la billetterie pour vraiment mettre en place une revente juste, simple et facile. Comment on fait ça en fait, si vous voulez ?
Nous, on a monté en place, il y a maintenant 6 ans, un système qu'on appelle SecureSwap. Donc, je pense qu'on en a un petit peu tous entendu parler, enfin ceux qui sont là sur le forum depuis 2 jours. C'est tout simplement, en fait, grâce à une collaboration avec les billetteries primaires, nous, on a la possibilité d'invalider, en fait, si vous voulez, l'ancien billet et de régénérer un tout nouveau ticket au nom du nouvel utilisateur. Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en tant que utilisateur du TicketSwap, tu peux arriver sur la plateforme, tu achètes un billet d'occasion et tu te retrouves finalement, grâce à cette connexion, avec un billet totalement, avec un nouveau code barre à ton nom, etc. Donc ça a fait ses preuves, hein, je veux dire, c'est 100% efficace. En quoi est-ce que ça empêche une revente illicite ? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, si vous passez par TicketSwap et que ça passe par la communication aussi, donc c'est aussi aux organisateurs de faire passer le message et de leur dire bon, mais effectivement, si vous avez envie de passer par une plateforme juste et si vous avez vraiment envie d'avoir un billet 100% fiable, il faut passer absolument par TicketSwap. En fait, en collaborant avec les billetteries primaires, on invalide vraiment l'ancien billet. Donc, si vous voulez, les gens qui passent par TicketSwap, ils sont sûrs d'avoir un ticket valide au final. D'accord, donc là il y a une solution technique, c'est là où je dis il faut de la communication pour garantir, qui permet de rassurer le client sur le fait qu'en achetant chez vous, il a la certitude que ce soit un bon billet versus d'autres plateformes. Exactement, avec ce système de SecureSwap. Et d'ailleurs on a un très bon exemple, hein, je veux dire cette année on est en collaboration avec le Hellfest. Et effectivement moi je me suis quand même déplacé. L'an dernier ? Non, ça a commencé en 2019. D'accord. Donc cette année, non, l'édition 2019. Et en fait, moi, je me suis vraiment rendu sur place. Hein, donc du coup, j'ai aussi voulu tester l'expérience client, comment ça se passe sur le site. Et c'est vrai que donc le Hellfest en amont avait vraiment communiqué sur la nécessité d'utiliser justement ce système SecureSwap et donc d'utiliser TicketSwap. Et donc les gens qui sont passés par TicketSwap effectivement n'ont pas eu de soucis pour entrer. Et c'est vrai que moi, en étant à l'entrée, j'ai vu des vingtaines, des trentaines, des quarantaines de personnes, plus de 200 personnes qui malheureusement avaient des billets qui étaient faux. Bien sûr en fait, qui avaient tout simplement acheté leurs billets sur d'autres plateformes. Et effectivement on sait aussi que dans le cas du Hellfest, les métalleux sont c'est la passion qui parle. Donc effectivement quand il n'y a pas de billets disponibles, on se jette finalement un petit peu sur n'importe quelle plateforme. Hein. Je veux dire le principal c'est d'avoir un ticket. Donc c'est vrai que malheureusement des gens qui n'ont pas utilisé TicketSwap et ce système SecureSwap à ce moment-là se sont retrouvés à l'entrée avec avec des billets invalides et le client TicketSwap a pu rentrer et ces 20, 30, 40 personnes qui avaient effectivement acheté des billets ailleurs se sont fait recaler à l'entrée. Ce que je voulais aussi préciser et qui est très important, c'est cette notion de communauté parce qu'on parle de confiance. C'est quand même vachement important de préciser que, je le précise du coup sur TicketSwap, on mise vraiment sur cette notion de communauté. Donc aujourd'hui on a 4,5 millions d'utilisateurs. On a des contrôles manuels, des contrôles automatiques qui permettent vraiment, nous, de vérifier en amont aussi les utilisateurs, les comptes en banque, etc. Enfin, tout un tas d'informations. On a des algorithmes aussi qui nous permettent, si jamais un utilisateur a un compte en banque, je ne sais pas, en Suisse, il vend son ticket pour un événement à Amsterdam, on a quand même des mesures de contrôle aussi de nos utilisateurs. Ces algorithmes restent en réserve, en mémoire, si je puis dire, et ça nous permet, nous aussi, de développer nos systèmes et de faire vraiment en sorte de bannir vraiment ces utilisateurs qui utilisent notre plateforme et qui sont là pour... Ne joue pas le jeu, quoi, parce que c'est ce que tu disais aussi, justement. En fait, le truc, c'est que, si je peux me permettre d'intervenir, s'il te plaît. Je t'attendais, je savais que... Non, mais on s'est eu par LinkedIn et tu as tout à fait compris ma réponse. Vous l'avez provoqué, ça, en fait, ce problème-là de gens qui arrivent avec des faux billets. Vous en êtes aussi en partie à l'origine. Quand TicketSwap arrive sur le marché français, TicketSwap permet la spéculation. Quand TicketSwap arrive sur le marché français, pourquoi la spéculation ? Au début, TicketSwap permettait la spéculation. Tu pouvais vendre plus cher le billet que le prix d'achat. Alors en fait, je précise, si je peux me permettre aussi du coup de te répondre. Alors en fait, TicketSwap, si tu veux, maintenant ça fait 6 ans qu'on est sur le marché. Différents pays ont différentes législations. Oui, c'est ce qui était un des points de et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment pour vraiment préciser ça. C'est vrai que nous, TicketSwap, on est vraiment présents sur énormément de marchés. Dont les Pays-Bas, Amsterdam, la France, etc. En matière de prix et donc de en fait, si vous voulez, effectivement, moi, quand les créateurs, au début, c'était trois gars qui se sont dit bon, on a des problèmes pour revendre nos billets sur Internet, etc. On veut créer cette plateforme, etc.
Il est vrai qu'au début, bon, ils n'ont pas forcément pensé à tous ces systèmes de législation, ça les a un petit peu dépassés en fait. Si je peux me permettre de dire ça, ils ont été un petit peu victimes de leur succès. Donc c'est vrai qu'ils se sont rendus compte très vite que différents marchés ont différentes législations et qu'il fallait s'adapter aux législations de chaque marché. Et on sait qu'en informatique, quand on met des règles en dur dans les logiciels basées sur la réglementation d'un pays A, les adapter à un autre pays, c'est bien plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Eh ben non, figurez-vous que pas tant que ça, parce que si vous voulez, nous par exemple en France, la loi fait que effectivement on peut pas revendre un billet à sa valeur faciale. À sa valeur faciale, donc c'est ce qu'on fait sur le marché français. Je veux dire, on a des contrôles qui font que le prix maximum de revente est fixé à la valeur faciale du billet. Maintenant, aux Pays-Bas, la loi autorise jusqu'à 20%, donc on a aussi tous les événements qui sont à Amsterdam, qui sont aux Pays-Bas, qui vont être fixés à hauteur de 20% du prix maximum de revente. Donc vraiment, nous, on a des systèmes pour mettre en place des prix maximum de revente. Donc finalement, tu es sûr, en passant par TicketSwap, autant que faire se peut, et ça aussi, c'est grâce aux collaborations avec les organisateurs, etc., de payer un prix juste pour ton billet, quoi. D'accord, mais le prix du billet, la réglementation afférente dépend du pays où a lieu le spectacle. Exactement. Donc quand on a un spectacle en France, c'est la réglementation française, même si on revend sur une plateforme étrangère. Ah bah bien sûr, nous on est une plateforme, on est basé à Amsterdam à la base, donc on a un site français, mais c'est vrai que tous les événements qui sont couverts en France ont la valeur faciale, ont le maximum price fixé à la valeur faciale du billet. Alors Stéphane, France Billet, Ticket Live, toute la chaîne verticale de la Fnac. Deux questions, une en rebond ce qu'on vient de dire sur ce problème de localisation, et vous en tant qu'avec une force de frappe internationale, je me demande si vous avez du vécu à partager sur ce point, et la première question que j'avais posée initialement qui était quelle communication en amont, comment on éduque les clients dès le premier marché sur le second marché, comment vous au niveau de la Fnac vous avez à gérer ce sujet avec je ne sais pas combien de centaines de milliers d'événements par an vous gérez. Ouais, alors je vais répondre à ta question, mais sur la partie second marché, pour moi l'élément majeur, et c'est ce que disait Alban, c'est la communication. Quand tu disais tout à l'heure que tu es allé sur Viagogo pour acheter un billet et pour toi tout était normal, la problématique en fait c'est que tout le monde pense que Viagogo c'est du premier marché et pas du second marché. Donc il y a un vrai phénomène d'éducation, je dirais, des publics au sens large, bien préciser, en tout cas à l'ensemble des spectateurs, quels sont les points de vente, je dirais, officiels en termes de revente. Je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un achète un billet sur la Fnac ou sur Ticketmaster, globalement, il est rassuré, il sait que c'est un spécialiste dans ce milieu-là, et il n'y a pas tellement de sujets. Le fait, donc ça, en tout cas, c'est le fond de ma pensée, c'est le fait qu'on n'arrivera jamais complètement à l'éradiquer, parce que s'il y a du business derrière, c'est compliqué. Et par contre, à nous de communiquer, d'éduquer les publics de façon à ce qu'ils maîtrisent vraiment ce qui se passe. Pareil, l'exemple qui était donné tout à l'heure, globalement, le Paris La Défense Arena a ouvert ses portes il y a 2 ans maintenant sur les concerts des Stones. Je ne vous dirai pas combien de personnes ont été refusées à l'entrée. Des gens, je dirais, entre guillemets, de bonne famille, qui avaient acheté des billets, qui venaient avec des enfants, qui venaient de loin, et qui ont été refusés parce que leur titre n'était pas valable. C'était énorme. Et ça a été une gestion au niveau de la salle, en tout cas, en termes de suivi client, qui a été vraiment très complexe. Oui, mais là, pour ce que nous disait Thomas au début, c'est qu'ils reçoivent un mandat de la part de l'artiste. Ils reçoivent des SMS d'artistes en disant c'est quoi ce bazar. Comment ça se gère en ce cas-là ? Globalement, l'artiste, alors il se trouve que sur le concert des Stones, il se trouve que le producteur de ces concerts est très sensible par rapport à la question. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait des billets qui avaient été vendus en masse sur une plateforme, qui avaient été ensuite redistribués sur une autre plateforme de revente dans des conditions commerciales évidemment pas légales du point de vue du producteur, et c'est le producteur qui a demandé à ce que les billets soient annulés. Donc il y a un engagement du producteur qui était fort, en tout cas sur cet artiste-là. C'est la relation que ce producteur entretient avec le management artiste, et c'est ce qui leur a permis de réaliser ça. Alors on parle d'événements, évidemment, on n'en a pas tous les jours. Le concert de Stone. Voilà. Par contre, c'est vrai que faut tenir compte, et Thomas le voit bien au niveau de ces salles, il faut tenir compte de la gestion client que ça représente au niveau des entrées, avec le côté déceptif.
c'est un élément majeur, et c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est qu'il faut arriver effectivement à éradiquer un maximum, en tout cas cette revente non encadrée. Sur nos activités, alors sur Ticket Live, donc Ticket Live, c'est pour repréciser le contexte, hein, c'est une filiale à 50% de France Billet, à 50% de Fimalac. Il y a tes slides qui sont là, oui. Voilà, donc on est éditeur de 2 logiciels. Nous, on est éditeur de billetterie, de logiciels de billetterie. Hein. On est exclusivement sur un marché B2B. On n'assure pas de distribution en propre de billets, avec donc 2 solutions Aparté et Datasport. Donc on a un actionnariat donc de France Billet et de Fimalac. Globalement, nous, en tout cas au nom de Ticket Live, ce qu'on propose aujourd'hui, on est éditeur, donc on essaie de trouver des solutions pour nos clients. Les solutions, c'est globalement, et notamment avec notre partenaire à Witix, de pouvoir proposer une bourse d'échange qui est totalement intégrée au niveau du site principal et de la vente primaire. À ce titre, dans le parcours de vente, on propose notamment, alors sous réserve que notre fournisseur, enfin que l'organisateur souhaite ouvrir évidemment ce marché secondaire, mais c'est complètement intégré sur le parcours de vente. C'est-à-dire que sur le parcours de vente, on peut aussi bien acheter un billet du marché primaire qu'un billet du marché secondaire. Donc c'est une façon de communiquer aussi sur le fait de se dire c'est ici que ça se passe. C'est-à-dire que n'allez pas ailleurs, c'est ici que ça se passe. Vous voulez voir Mylène Farmer, c'était un bon exemple. Il y avait le site mylènefarmer2019.com. On voulait acheter des billets pour Mylène Farmer, c'était évident pour tous qu'il fallait passer par là. Derrière, on voulait revendre, c'était évident pour tous qu'il fallait passer par là, avec une communication qui a été faite également sur le site, je te laisserai en parler Thomas, sur Fanpagogo, qui a été forte et qui a participé en tout cas à limiter de façon très forte. C'est une initiative qui est plus large que ça, Fanpagogo. Oui, complètement, mais c'était un relais en tout cas vis-à-vis notamment de tout ce qui est mis en place par le Prodis et autres, oui. Mais c'était un relais en termes de communication vis-à-vis des spectateurs, où c'était très clair. Enfin, on précisait quand même très bien sur le site web quelles étaient les modalités d'acceptation d'un billet et les modalités de revente. Donc voilà, ça passe principalement, je dirais, par de la communication, et ensuite nous, on fournit les outils. Ce qui est important, c'est que le détenteur de droit, le producteur, doit avoir la main. Pour moi, c'est lui qui doit accepter ou non qu'il y ait de la revente, et il doit avoir la main sur ce qu'il va revendre. Alors avec les solutions qu'on met en place, globalement, ce sont des éléments qui sont paramétrables. S'il veut remettre en vente seulement une partie de sa salle, il peut remettre une partie de sa salle, il peut l'ouvrir sur un certain canal de vente, il peut exclure les tarifs réduits, enfin, il va gérer complètement son paramétrage, en se disant, OK, la revente, pourquoi je la fais? Donc on parlait effectivement du service client, c'est un élément majeur et c'est même l'événement le plus fondamental, je dirais. C'est avant tout proposer une solution à mes clients pour éviter le no-show notamment. Alors il y a des enjeux business pour certains d'entre eux, mais je dirais il est secondaire. Aujourd'hui, en tout cas en France, on n'est pas dans... On a vu les chiffres, si on revient un peu sur les chiffres des uns et des autres, mais ça représente des parts extrêmement faibles sur les prix, le nombre de volumes de vente initiale. Moi, je peux parler des miens. Du 1er juin au 31 octobre, sur Place Minute, en billets revendables, on a vendu 210 000 billets. Sur les billets revendables en ligne, sur ceux qui ont été revendus, on en a revendu 170. On parle de 0,0008% des billets, sachant que nous, on a une clientèle éclatée, on a très peu de sold out, notre clientèle est comme ça. La revente, en fait, de toute façon, leur problème aujourd'hui, enfin, pour la plupart des organisateurs, c'est de vendre. Et la revente, en fait, et voilà, nous, on leur dit, on a un système sécurisé, tu l'actives pas, tu fais ce que tu veux. Oui. On te conseille de l'activer, puis basta. Enfin, ça... Non, mais moi, je suis complètement en phase avec ça. C'est vrai que les chiffres, alors, évidemment, aujourd'hui, on a... sur nos 300 clients, on en a à peu près une vingtaine qui activent ce type de service selon leurs événements. C'est avant tout un service. En termes de performance, on est sur quelque chose qui est quand même relativement modeste. C'est pas une habitude encore qui est très installée. Maintenant, je suis convaincu que ces chiffres vont augmenter. Mais en tout cas, c'est pas, en tout cas dans la tête des organisateurs qu'on équipe et qui font ce choix-là, c'est pas un plan business. Enfin, ils vont gratter un peu d'argent, effectivement, mais c'est pas le sujet, c'est pas ce qui les motive à la mise en place. D'accord, donc lui, son sujet, c'est éviter les désillusions des publics et maîtriser sa filière. Shotgun, parlez un peu. Alors là, on peut avoir une approche que je vais te laisser présenter. L'offre de Shotgun, comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites en premier, en second marché? Qu'est-ce qui peut vous distinguer ou pas de ce qu'on a attendu jusqu'à présent? Et puis, sur la question qui est la communication au client, comment vous agissez?
Yes. Donc nous, on a une vision effectivement qui va s'éloigner et qui va se rejoindre par rapport à tout ce qui a été dit en fonction des différents intervenants. Nous, avant tout, on est spécialisé sur le live music event avec un gros cœur, un positionnement cœur qui est électronique. Et ces publics-là ont vraiment adopté la revente comme quelque chose de naturel. Sur ce positionnement-là, il y a revente quoi qu'il arrive. Donc elle est soit subie, soit elle est maîtrisée, mais elle est là, elle est très visible, on le voit sur les réseaux sociaux, sur les événements Facebook, elle est là, quoi. Donc sur cette base-là, nous, on a construit un système de revente qui est en ligne avec notre vision de billetterie en fait, initiale, quoi, avec notre ADN, qui est une billetterie vraiment 360. Donc l'idée, c'est d'apporter à la fois aux producteurs un dispositif complet, mais aussi au public un acte de découverte complet qui passe. Donc là, ça représente, c'est un peu similaire à ce que fait Stéphane, c'est-à-dire que vous faites du premier et du second marché. Complètement. En fait, dans cette lignée-là, nous, notre vision de la revente, c'est qu'elle soit complètement intégrée à la solution de billetterie. On se rejoint avec Alban, premier, second marché, exactement. Un producteur confie ses ventes, exactement. Et le fournisseur sécurise sur les deux marchés. Tout à fait. Et pour nous, c'est en fait nécessaire que ces services, ces solutions primaires et secondaires soient complètement intégrés pour des raisons de fiabilité technique et de sécurité de sécurisation de la revente. Si c'est la même solution, ça se passe au sein de la même solution, on sait qu'il ne va pas y avoir de faux QR code, etc. Pour des raisons d'efficacité, parce que si une personne, un public a besoin de revendre son billet, il faut qu'il puisse le faire sur une plateforme où il y a du trafic pour qu'il puisse trouver acquéreur. Et pour des raisons, et c'est ce qui nous intéresse à cette conférence, légales, comme la billetterie primaire et la billetterie en marque blanche du producteur, elle est en interaction directe avec le producteur, elle peut s'organiser dans ces interactions juridiques et faire accepter les conditions de revente de manière explicite par la solution qu'il utilise. Et nous, c'est comme ça que ça fonctionne. On a des CGV très clairs, on a des contrats où chaque producteur qui travaille avec nous accepte ces CGV. Et s'il ne les accepte pas, le partenariat sera complètement différent puisque l'événement sera visible sur la marque blanche Shotgun, mais pas sur les canaux de distribution. Donc on incite vraiment à accepter la revente pour tous les bénéfices qu'elle implique et on participe à une éducation du public, ceux qui utilisent notre plateforme, mais aussi un peu à l'éducation de certains producteurs qui à la base étaient plutôt réticents et qui ont découvert qu'il y avait plein d'avantages à avoir une revente maîtrisée via leur solution de billetterie primaire. Alors quand on parlait de chiffres tout à l'heure, toi les proportions second marché versus premier marché, on parle de quel ordre de grandeur ? Alors proportion, c'est-à-dire en fait le nombre de reventes par exemple qui sont faites sur un événement. Que représente le second marché par rapport aux ventes du premier marché ? On est entre 2,5 et 7,58% en moyenne sur nos événements de revente effective qui trouvent acquéreur. Alors en fait, j'ai une question à tous. On entend parler de faibles taux de vente sur second marché sur vos différentes plateformes. Et pourtant, le second marché occupe toute la journée d'aujourd'hui, occupe les esprits de grand nombre. Alors pourquoi tout ça ? Et puis, on a des gens qui sont spécialistes du second marché, qui viennent sécuriser le second marché comme Ticketswap, et donc qui font que du second marché. Et quels sont les volumes de vente annuels sur Ticketswap ? Pardon. C'est mieux que le micro, en effet, oui. Eh ben, j'ai encore regardé les chiffres ce matin, du coup, parce que je m'attendais à cette question, hein, évidemment. Oui. Nous, sur Ticketswap, tout marché confondu, on est à peu près 3 millions de billets par an et en moyenne par mois, du 250 000 tickets. Alors comment on explique ? Alors moi j'ai une explication simple, c'est que le public ne sait pas ou est mal éduqué, peut-être, c'est peut-être la faute du public, c'est soit la faute de Vieux-Gogo, soit la faute du public, mais est-ce que c'est ça la vraie réponse ? Est-ce que la qualité intrinsèque des sites de premier marché est adaptée à la problématique qui est j'ai besoin de revendre ce billet, bon sang, il faut que je revende vite, donc je vais aller là où ça se vend. J'ai acheté mon billet quelque part, j'ai trouvé je ne sais plus comment, mais le référencement, la résonance sur Internet, la notoriété de cette place de premier marché sur lequel qui me propose de revendre mon billet, finalement, j'ai pas trop confiance. De toute façon, j'ai besoin de me récupérer ces 150 € là. Ben, moi, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que nous, on est maintenant une grosse communauté
communauté d'utilisateurs. Donc c'est vrai que la confiance, c'est vraiment la base de notre plateforme. Donc je pense que tout simplement, les gens nous font confiance. Et on est en plus en partenariat maintenant avec des partenaires étrangers, enfin pas qu'en France, je veux dire partout à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est un système qui marche. C'est un système aussi, enfin ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la communication, mais pas que, parce qu'effectivement, enfin, moi j'ai des exemples, je veux dire, effectivement, parfois des gens peuvent inciter certaines, voilà, enfin, je veux dire, c'est très bien les billetteries primaires qui mettent aussi l'accent sur la billetterie secondaire, mais c'est vrai que est-ce qu'on peut vraiment empêcher un utilisateur d'utiliser la solution qu'il souhaite finalement, parce que on a beau dire, voilà. Allons-y là-dessus. Chacun dans vos systèmes, comment vous ouvrez ou fermez la porte au second marché ? Alors, on est là pour parler en toute transparence. Oui. Puis j'ai demandé à Alban de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de transparence. Nous, on est très clair là-dessus. On a coupé notre partenariat on a coupé notre système SecureSwap parce qu'on veut vraiment proposer un contrôle via la billetterie primaire. Voilà. Donc nous, on est très clair là-dessus vis-à-vis des utilisateurs. On va l'être de plus en plus. En dessous du QR code de nos billets et mentionner explicitement aucune revente hors plateforme Shotgun ne garantit l'accès à l'événement. C'est assez dissuasif. Et on compte aussi de plus en plus sur la prise en main de la promotion de notre plateforme par le producteur. Donc j'ai 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Le Name Festival, avec qui on a travaillé pour la première fois en exclusivité cette année, qui a décidé de relayer... C'est quel volume de fréquentation C'est à peu près du 10 000 personnes sur place sur 2 jours. Ils avaient souvent eu des problèmes de revente non contrôlée. C'est un des arguments qui a fait qu'on a travaillé ensemble cette année. Ils ont communiqué sur la revente, sur leur plateforme, sur leur événement Facebook, etc. Et cette année, c'est la première année où ils ont eu absolument aucun problème de billets revendus à l'entrée de l'événement. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en exclusivité avec nous, ils ont été clairs dans leur communication. Et nous, on a relayé aussi cette clarté d'information sur les billets et tous les supports. Pour m'amuser dans mon rôle, ce que j'entends, c'est quand tu es dans une forteresse qui est fermée, on n'a pas de problème d'ouverture. En gros, c'est ça. Après, faut-il que la forteresse... Est-ce que c'est en phase avec les tendances et les besoins du marché ? J'entends que ça protège. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, si je peux me permettre, ça dépend de la forteresse. Et c'est pour ça que c'est fondamentalement lié aussi aux dispositions de la billetterie primaire. Pour pouvoir proposer une forteresse, encore faut-il que la billetterie primaire soit en totale adéquation avec les besoins du producteur qui puisse accepter de s'y enfermer. Sinon, c'est pas possible. Et c'est ça qui va nous distinguer d'un DICE, où pour nous, en tout cas sur le marché français, il n'est pas possible d'imposer à des producteurs un format uniquement mobile, sans dashboard développé, etc. Moi, je ne tiens pas à opposer les uns les autres. Je pense qu'il y a des besoins de clients différents, de publics différents, et donc des solutions adaptées. C'est heureusement, parce que sinon ce fonctionnerait pas. Jean Calban voulait dire quelque chose. Non, mais on va revenir à TicketSwap encore, mais j'ai vraiment rien contre. J'ai absolument rien contre toi. Il y a un trending de TicketSwap plus important que Viagogo aujourd'hui, je sais pas. Mais... non, mais par exemple, c'est que là aujourd'hui, j'ai vu, je me suis baladé sur TicketSwap ce matin. Je l'ai fait en sachant qu'on allait être ensemble, et je suis tombé sur un événement qui s'appelle Ambassade, qui est en ligne sur TicketSwap. Il n'y a aucune personne qui a demandé au billet, aucune personne qui a mis en vente un billet. Il y a un événement créé, l'événement il est en billetterie en exclusivité chez moi, l'organisateur a refusé la revente. Comment tu m'expliques ? Non mais comment en fait tu n'as pas l'accord de l'organisateur. Mais c'est très simple en fait, si tu veux, c'est bien aussi de le préciser. C'est vrai que nous, sur TicketSwap aussi, on a des milliers d'événements qui sont créés tous les jours et aussi par les utilisateurs. Donc comment ça fonctionne ? Si tu veux, on a pas mal de dashboards qui font que tous les jours, donc de manière automatique dans un premier temps et manuelle, on vérifie ce genre d'événements, etc. Maintenant, nous, effectivement, sur TicketSwap, c'est très transparent. Toi, en tant qu'organisateur, tu viens sur la plateforme, tu vois qu'il y a ton événement sur la plateforme. Et je veux dire, ça nous arrive. Il y a des organisateurs, tout simplement, qui n'ont pas envie de travailler avec nous, qui ont envie de favoriser les billetteries primaires, etc. Il n'y a aucun souci. Moi, mon adresse email aussi est très visible sur le site. Donc, tous ces organisateurs-là qui ne veulent pas forcément, effectivement, que leur événement soit sur TicketSwap, on peut les comprendre, je veux dire, pour X raisons. Ils nous écrivent, on s'appelle, on essaye de voir si on peut collaborer ensemble. S'ils ne veulent pas, nous, sur la plateforme, on a la possibilité de bloquer l'événement aussi. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais tu comprends bien quand même qu'il y a un problème entre la loi qui dit qu'il faut l'accord de l'organisateur
et le fait qu'un billet soit mis en revente sur TicketSwap sans l'accord de l'organisateur, puisque en gros tu dis au vendeur du billet, est-ce que tu as l'accord de l'organisateur? Il va te dire oui, c'est évident. Mais il nous est quand même arrivé d'avoir des billets revendus chez Place Minute, un quart d'heure après chez TicketSwap. Il nous est arrivé d'avoir des gens qui nous contactent pour dire j'ai pas pu rentrer avec mon billet Place Minute parce que je l'ai acheté sur TicketSwap. Et non, mais moi, en fait, tu as un système qui s'appelle SecureSwap, qui est infaillible, d'après ce que tu dis. Utilise-le et n'utilise que ça. Pourquoi tu permets en fait à côté de tout ce problème? Mais c'est pour ça qu'on est là. En fait, c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est parce que nous, notre but, c'est vraiment de collaborer. Encore une fois, on en revient à cette discussion. Nous, on est là pour collaborer avec les organisateurs dans le cadre de leur revente. On est là aussi pour ces utilisateurs et ces organisateurs qui, par exemple, n'ont pas la possibilité ou n'ont pas forcément envie de donner un système de revente à leur plateforme, qui ont envie tout simplement de passer par TicketSwap parce qu'ils se disent bon, bah, vous avez déjà une plateforme qui marche, etc. Donc on a envie d'utiliser vos services. Pourquoi pas vous utiliser tout simplement? Donc il y a aussi des organisateurs et des plateformes, des billetteries primaires qui ne veulent pas forcément faire de la revente. Donc nous on est là pour ça, pour les aider eux. Maintenant tous ces organisateurs-là, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec nos pratiques, qui pour X raisons n'ont pas envie de collaborer avec nous, on est là aussi, on bloque les événements. Enfin je veux dire, on n'est vraiment pas là pour embêter les autres. Mais pour répondre à ta question du coup, c'est vrai qu'avec ce système SecureSwap, on a aussi, grâce aux producteurs de billets, des termes et conditions, conditions générales de vente, conditions générales de vente, etc. Qui on demande à l'organisateur. Le système SecureSwap existe avec cette billetterie primaire. Est-ce que vous voulez l'activer sur TicketSwap? Oui, non. Donc l'organisateur aussi, quand il utilise SecureSwap, il a la possibilité de dire oui ou non. Et s'il dit non, bon, ben, on bloque les ventes sur notre plateforme, quoi. Donc, D'accord. Merci. Thomas, je sens... Ouais, de notre côté, effectivement, je pense que les responsabilités sont un peu partout sur ce sujet. Chacun a un peu sa part, hein, quand même. C'est sûr. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, il y a un sujet chez les plateformes de revente de manière générale sur le fait d'être capable de s'interdire commercialement, ou alors qu'il y ait à un moment un acte juridique, judiciaire qui soit pris vis-à-vis de ces plateformes pour s'interdire de revendre des billets sur lesquels il n'y a pas d'autorisation de la part des organisateurs. Ça, c'est effectivement une certitude. Et après, sans vouloir rentrer dans le débat d'avant, qui reste des exceptions, qui soient à la marge, etc. Bon, là-dessus, aucun système n'est parfait, malheureusement. Mais effectivement, d'avoir ce principe-là de base, et aujourd'hui, on parle avec des acteurs qui sont là autour de la table, mais il y en a un certain nombre qui sont un peu plus gros et qui ne sont pas là autour de la table, et sur lesquels c'est plus dur de s'imposer ce principe-là. Donc je pense que ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, il est aussi chez les réseaux de distribution, parce qu'aujourd'hui, on retrouve énormément de billets sur ces plateformes qui sont achetés par des utilisateurs qui ont 40 comptes sur France Billets, sur Ticketnet, sur Digitic, peu importe, tout le monde est à la même enseigne pour moi sur ce sujet, et qui achètent des billets via des robots au moment des mises en vente et qui derrière les remettent en vente sur ces plateformes-là. Donc si quelque part au moment des grosses mises en vente, parce qu'évidemment on trouve ça que sur des mises en vente pénuriques, les contrôles étaient véritablement bien en place et fonctionnaient de manière opérationnelle, on aura aussi moins de sujets avec ces petits acteurs un peu atomisés qui continuent à exister parce qu'ils ont acheté 200 billets sur les manifestations de Gérard Drault, je vois que vous n'êtes pas très loin, ou de Mylène Farmer, ou d'Angèle, ou de je ne sais trop quel match de foot ou de la finale de Coupe du Monde féminine. On aurait moins de problèmes comme cela. Est-ce qu'on les connaît, ces revendeurs professionnels? Est-ce qu'à force, à tour de veille, on arrive à savoir que c'est monsieur ou madame machin? Oui, on en connaît quelques-uns. Après, ils disparaissent, ils réapparaissent. À la limite, quelque part, l'économie parallèle existe dans tous les secteurs d'activité. Hein. Ce n'est pas une exception qui est celle du monde du spectacle. Hein. Voilà, sans donner d'autres exemples, mais effectivement, on se retrouve quand même sur ce sujet de la distribution, sur le sujet des éditeurs aussi, puisque effectivement, l'ouverture des API et donc la capacité de travailler avec des tiers qui sont le choix des organisateurs là-dessus permet aussi d'ouvrir et donc de mieux contrôler ce marché-là, parce que effectivement, aujourd'hui, quand des billets sont mis à la vente, il est impératif pour nous de pouvoir contrôler que ces billets sont valables quand on a décidé de travailler avec un de ces acteurs-là. Et là, pour plein de raisons qu'on connaît, effectivement, le fait que les distributeurs puissent être aussi éditeurs n'est pas forcément le sujet qui est le plus simple sur l'ouverture là-dessus, même si pour le coup, on a de plus en plus de contre-exemples. Hein. Après,
quand même, la responsabilité principale, elle est chez nous, organisateurs, producteurs de spectacles, parce que c'est notre métier de maîtriser cette politique billetterie, d'avoir des discussions ou non avec ces différents acteurs, qu'on accepte ou non de travailler avec eux, de mettre en place nos propres outils aussi de bourse d'échange, de mettre en place des politiques billetterie de manière générale qui permettent de contrer tout ça. On le fait en communiquant très en amont sur l'existence ou non d'une bourse d'échange, sur le fait d'être très bien référencé, parce qu'aujourd'hui, un des véritables sujets, alors c'est de moins en moins le cas vis-à-vis des nouvelles lois que Google applique, mais aujourd'hui, quand vous tapez le nom de il y a quelques mois, quand vous tapiez le nom de n'importe quel concert pénurique, Google a fait le ménage, oui. Voilà, vous tombiez d'abord sur les sites Viagogo, TicketBiz et j'en passe et des meilleurs, avant de tomber sur les sites de France Billet, Ticketnet ou de l'organisateur lui-même. Donc c'est aussi à nous d'être bons là-dessus, quelque part, hein, nous organisateurs, et effectivement de mener ce travail juridique, qui est un travail de longue haleine, sur lesquels on a, nous, la chance d'avoir quelques moyens, donc on s'est doté de ressources qui sont là pour ça, pour être en veille, pour contrôler, pour contre-attaquer. C'est parfois long, on a affaire à des sociétés, je ne parle pas de TicketSwap, mais qui ne sont pas domiciliées ici, donc forcément dans le Delaware c'est un peu plus long pour avoir des réponses, mais c'est aussi notre responsabilité à nous là-dessus, je pense. Donc faut partager un petit peu tout ça, et c'est pas, je pense en tout cas, uniquement une question de combat entre l'une ou l'autre des. Non, mais j'entends ta réponse que la gestion du second marché est une activité à l'année qui s'organise au même titre que la vente du premier marché, que en tant que producteur ou organisateur de spectacle, on pense fondamentalement à la mise en vente initiale, mais il ne faut pas oublier cette activité qui peut être chronophage, du fait qu'elle est extrêmement parcellaire, éparpillée sur de nombreuses plateformes, et une dimension qu'on ne maîtrise pas. Donc si on a eu des équipes en nombre, on a peut-être plus de capacité que d'autres. Dans le choix des outils, en effet, il faut acheter ou mettre en place des outils en phase avec son organisation, qui permettent, via des moyens techniques comme DICE par exemple, de davantage sécuriser le billet de bout en bout. Ça, c'est un point qui a été assez intéressant. Je voudrais aborder un autre point qui est l'économie et le prix du billet initial. On annonce un prix, on va donner un chiffre, 100 € pour un billet, peu importe le montant réel du billet. Et on va trouver ce billet à 300, 400, 500 € sur le second marché. Il y a des problématiques de taux de remplissage, de coûts croissants sur l'organisation de spectacle. Est-ce que le second marché n'est pas, dans une certaine mesure, un moyen que peuvent avoir certains acteurs dans la chaîne de production de combler des coûts de production qui sont croissants? Est-ce qu'il n'y a pas un levier? Alors, personne ne dira que oui, mais dans les faits, quand on voit un certain nombre de phénomènes, est-ce qu'il y a un prix d'affichage qui est un outil également de communication, puisqu'on ne va pas restreindre l'accès au public à des publics de fans? Et donc finalement, est-ce que c'est pas pratique d'avoir un bad guy sur lequel il faut taper pour dire, dis donc, est-ce que le second marché ne reflète pas la réelle élasticité des prix des billets? C'est une question ouverte, un peu tendancieuse. Alors, est-ce qu'il reflète une élasticité des prix? Oui, dans la mesure où si le second marché existe et avec des billets qui sont à 400 ou 500 € et qui sont vendus, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser cet argent-là. Maintenant, le fait que 5 fans désespérés à 24 heures du concert aient été prêts à mettre 500 €. C'est pas ça qui va récupérer. Déjà d'une, c'est pas ça qui va récupérer la billetterie, mais surtout, c'est pas pour ça qu'il faut que les 99 autres % des fans qui ont acheté leur billet souffrent de ça en ayant une augmentation des prix. C'est surtout ça que je voulais dire. Oui. Et après, là, encore une fois, c'est notre rôle, et je pense que chez Draw, on est aussi très sensible à cette notion des prix, notamment des prix cohérents avec le spectacle qu'on est capable de fournir. Notre rôle, c'est aussi d'être capable de faire évoluer les prix avec le temps. C'est-à-dire que c'est à nous de nous approprier cette notion de yield, si tant est qu'on puisse aller jusqu'à employer ce mot-là, et d'avoir le bon pricing. Accessoirement quand même, pour rappel, en tout cas dans le monde du spectacle, le prix des billets, le prix moyen des billets a très 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 largement augmenté ces 15-20 dernières années. Oui.
Donc on a déjà quand même un petit peu répondu à cette problématique-là. Et il ne faut pas non plus se retrouver, et c'est trop souvent le cas, y compris sur des concerts ou des spectacles qui sont produits chez nous, avec des prix moyens qui sont complètement délirants à la mise en vente. Donc il faut que ça soit adapté effectivement au public qui est en face. Donc en ce qui nous concerne, mais c'est une réponse qui évidemment n'engage vraiment que nous, je ne sais pas du tout ce qu'il en est à la Philharmonie ni ailleurs, mais en ce qui nous concerne, le second marché ne reflète en rien un besoin d'évolution des prix à la hausse. Le second marché, pour moi, est en plus très peu représentatif, parce que pour le coup, ça je l'ai beaucoup vu dans le sport auparavant, le fait que 10 personnes pas très éclairées jugent bon de mettre en vente leur billet à 2500 € sur la finale de la Coupe du Monde féminine ne veut certainement pas dire qu'ils vont réussir à le vendre à ce prix-là. Donc il ne faut pas voir les prix faciaux qui sont annoncés. Il faut voir les prix d'achat, il faut voir les véritables prix d'achat. Et quand on a mis en place des bourses d'échange maîtrisées, donc là je vais parler uniquement de ce que je connais, donc des bourses d'échange sur lesquelles on permettait d'aller plus haut que le prix facial, le prix final de vente était pas beaucoup plus élevé que les prix faciaux initialement pratiqués. Donc il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qui pourrait se passer derrière le second marché. Il y a des initiatives individuelles de la part de personnes plus ou moins bien intentionnées qui sont plus nuisibles qu'autre chose au regard de l'économie de la billetterie. Alors là-dessus, évidemment, il faudrait sortir de là les finales de Coupe du Monde de foot, l'Euro 2016 en France, éventuellement les concerts des Stones s'il n'y en avait eu qu'un seul, ou ce genre d'événements qui sont ultra pénuriques où la demande est 20 fois, 30 fois, 40 fois supérieure à l'offre. Mais aujourd'hui, quand même, dans nos métiers de producteurs, d'organisateurs, on serait tous ravis que ce soit le cas sur 90% de nos spectacles, mais ça n'est pas le cas. On est quand même dans notre quotidien plutôt à se demander comment on fait pour vendre plus de billets que comment on fait pour vendre plus cher ce qu'on vend déjà. Attention, pas de fantasme là-dessus. Puis je pense aussi que ça doit rester un bien culturel accessible au maximum de personnes. On le voit même, il y a des artistes qui ont une politique de prix très faible. Je pensais à un M récemment là, à Bercy, qui en fausse c'est un prix, on va dire, logique, alors qu'il pourrait très bien, vu le show qu'il fait et vu l'artiste que c'est, vendre plus cher le billet. C'est vrai que c'est décorrélé de moi, quand j'organise des événements, je réfléchis énormément à... C'est simple, il y a aussi une logique de coût, bien sûr, de charge, ce qui paraît logique. Moi, j'ai une règle qui est de dire il faut que si je vends il faut que je vende 70% de mes billets pour rentabiliser les dépenses. Donc avant de faire des bénéfices, il faut avoir fait 70%. C'est à peu près ça que je me mets en place sur une jauge de 5000, 6000 personnes. C'est comme ça que je réfléchis. Et je vois après le prix qui sort, et le prix moyen, je vois si par rapport à ce qui se fait, par rapport à mes concurrents ou par rapport aux événements précédents que j'ai faits, est-ce que c'est cohérent ? Si c'est cohérent, j'y vais. Si c'est pas cohérent, j'y vais pas. Ok. D'autres points de vue sur cet a priori qui pourrait être que les prix des billets faussent la donne ? Pas d'autres points de vue ? Pour la Philharmonie, les prix sont fixes, donc autant pour la bourse, donc là on est obligé de respecter. Par rapport à ce que tu disais, on travaille effectivement un peu comme toi, c'est avec des prévisions de recettes très 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 longtemps à l'avance, en prenant en compte le coût du plateau, le nombre de places en salle, et surtout nos spectacles, nos concerts sont joués un peu partout dans le monde, donc on est aussi obligé de regarder le prix du même spectacle à Londres ou à Berlin, puisqu'on a aussi ce public-là qui voyage avec les spectacles aussi. Oui. Mais les prix, donc effectivement, en bourse, ne sont jamais au-dessus du prix public. De toute façon, ce que je disais tout à l'heure, on a identifié une remise que de 9%, donc une remise faite par le revendeur même dans la bourse, donc c'est pas non plus énorme. Donc mettre en place une bourse de second marché lorsqu'on est producteur, organisateur de spectacles, va permettre de verrouiller, de réduire les risques de revente anarchique. Lorsque ce n'est pas le cas, une communication claire et efficace est indispensable. Tu nous parlais du Hellfest qui avait effectivement communiqué sur le fait que le second place de marché autorisé n'était que TicketSwap. Il n'empêche que ça n'a pas empêché malheureusement, les problèmes. Effectivement, pour un événement d'une telle envergure, c'est vrai que la demande est beaucoup plus grande que l'offre. Mais il est hors norme.
cet événement. Donc, Il est hors norme. C'est bien simple. Je ne sais pas d'ailleurs si on a peut-être la représentative du Hellfest ici, mais oui, effectivement, l'offre est beaucoup moindre que la demande. Donc bon, c'est vrai que tu as aussi des gens qui nous ont fait remarquer, qui nous ont dit bon ben moi si j'ai envie de payer mon billet 3 fois plus cher, mais être sûr d'avoir ma place. Bah oui, mais de ces cas-là, effectivement, ils vont voir ailleurs et puis c'est pas encadré quoi. Et malheureusement, c'est beaucoup comme ça pour ce genre d'événements qui sont très très gros. Je veux dire, les gens sont prêts aussi à payer des sommes faramineuses. On voit aussi des prix ahurissants. Je veux dire des 10 fois, 100, je vais pas dire 100 fois, mais 20 fois supérieurs. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, on a des solutions aussi qui sont assez simples et qui permet de limiter le prix maximum de revente pour ces événements. Après, effectivement, le risque zéro n'existe pas. Comment veux-tu... Mais tu vois, SecureSwap sur le Hellfest, c'était vachement bien. Et en plus, ils ont respecté la demande de l'organisateur. Pas de spéculation. Tu ne pourras pas empêcher les gens, s'ils veulent vendre leur billet plus cher, de vendre leur billet plus cher. Et là, il n'y a aucune solution. Puisque l'organisateur ne veut pas qu'il y ait de spéculation. Même en plus, je pense que c'est illégal sur certains cas si l'État aide. S'il y a une aide de l'État, la spéculation n'est pas possible. Je crois que c'est à peu près ça la loi. Donc, tu peux rien faire en fait. Au final, c'est toi tu proposes une solution qui respecte. Exactement. Après, il existe aussi quelques autres solutions aussi, encore une fois, dans les mains des organisateurs. L'arrivée d'Arnaud m'a fait penser à Indochine il y a quelques années, mais ce qui avait été fait, c'était de remettre en vente par vagues successives des vagues de billets justement sur toutes les dates, jusqu'à la fin, y compris 1 ou 2 jours avant. Alors ça, évidemment, c'est un luxe que tous les artistes ou les organisateurs ne peuvent pas se permettre. On ne peut pas le faire sur tous les concerts. Tout le monde n'est pas Indochine. Enfin, il y en a quelques-uns sur lesquels on essaye de remettre régulièrement à la vente, mais pour autant, on ne les vend pas. Mais en tout cas, puisque là, on parle vraiment d'événements sur lesquels l'offre est vraiment très supérieure. Enfin, la demande, est très supérieure à l'offre. Il y a effectivement aussi des leviers qui existent dans les mains des organisateurs pour diminuer encore une fois, le risque zéro n'existe pas, évidemment, mais pour diminuer un petit peu tout ça. De toute façon, dans tous les concerts, et c'est peut-être aussi des choses sur lesquelles communiquer pour tout le monde, dans tous les concerts, au moment des mises en vente, personne n'a la moindre idée de ce à quoi le plan d'implantation technique va ressembler. Donc on se retrouve de toute façon, quoi qu'il arrive, à avoir un ajustement de la jauge une fois que la scène est prête et qu'on a un peu d'expérience. Noam, je pense que tu pourrais en parler d'ailleurs, c'est arrivé assez régulièrement. Et donc on remet en vente des billets à ce moment-là. Donc effectivement, c'est peut-être aussi par ces leviers-là, y compris pour les festivals, pourquoi pas de remettre à la vente quelques jours avant l'événement, parce que c'est dans ces moments-là évidemment que les gens ayant littéralement une pression, j'ai pris déjà mon billet d'avion, j'ai réservé mon hôtel, etc. Il faut impérativement que je trouve un billet. Oui, effectivement, dans ces cas-là, avoir ces leviers-là, c'est important, je pense. Alors, on parlait de communication tout à l'heure. Moi, il y a un autre sujet qui permettrait peut-être de gérer, et en tout cas qui peut être dans les mains des différents organisateurs, c'est les capacités de contrôle. Comment, lorsque vous devez contrôler des billets sur le second marché, comment procédez-vous? Quels sont les moyens? Comment on fait lorsqu'on est un organisateur de spectacle? Puisque, donc, je rappelle, on essaie de donner un maximum d'outils, de retour d'expérience des uns aux autres sur comment gérer ce second marché. Donc, qui fait quoi pour contrôler la véracité et ne serait-ce que la présence de billets sur le second marché? Je ne sais pas qui peut commencer là-dessus. Thomas, Victor, toi, Edouard? Pour moi, ça va être assez simple. Comme c'est totalement intégré, autant du côté de l'organisateur, donc du système billetterie, autant du côté du spectateur. Donc, il voit aussi tout son historique. Donc, nous, on identifie très facilement les billets vendus, revendus, échangés, annulés. Sur votre plateforme? Sur notre plateforme. Pour parler d'autres plateformes, ici présentes, TicketSwap ou absentes comme Viagogo ou d'autres, est-ce que vous avez prévu, vous êtes organisé pour aller faire des tours de veille, voir ce qui se passe? On le fait parfois, mais nos concerts sont moins à risque que. On a eu Kraftwerk récemment ou même un Tom York, mais on surveille effectivement quand on a des dates un peu plus à risque, on cherche un petit peu, mais et ça se limite à une recherche avec des mots-clés et regarder ce qu'il y a. D'accord. Et donc TicketSwap, quels sont les moyens offerts aux producteurs, organisateurs par TicketSwap pour contrôler la véracité des billets? Oui. Justement, notre système SecureSwap, ce qui est pratique, ce qui est de toute façon au cœur de
au cœur de la problématique, c'est qu'avec ce système SecureSwap, en fait, finalement, l'organisateur, il s'occupe de rien. C'est-à-dire, c'est vraiment, il nous met en relation avec le producteur de billets. Nous, on envahit l'ancien code barre. Ils ont aussi accès à ces données, aux data. Enfin, je veux dire, vraiment, j'aimerais vraiment insister sur le fait que communiquer, même si on n'est pas en coopération ensemble, mais juste communiquer, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il faut juste communiquer en fait, parce que le seul moyen vraiment d'essayer de mettre fin au marché secondaire vraiment à ces prix ahurissants et vraiment à ces fraudes, c'est la coopération. Maintenant, pour tout ce qui est système de vérification des tickets, donc on a ce SecureSwap qui est, j'allais dire du coup presque infaillible, mais du coup pour tous les autres billets qui ne sont pas SecureSwap, on a des moyens techniques, on a des moyens, des contrôles, que ce soit manuels, automatiques. Nous, en l'occurrence sur TicketSwap, on n'accepte que les e-tickets sous format PDF ou PKPass. Pourquoi ? Parce que c'est plus avantageux pour nous et on a vraiment la possibilité de voir si c'est un faux billet tout de suite. On a aussi Comment vous vérifiez qu'un billet est faux ? Un billet, par exemple, tout ce qui est scan, tout ce qui est photo, tout ce qui n'est pas ce format-là de PKCAS, etc., ça passe pas sur notre plateforme. J'ai plein d'exemples. Tout ce qui est D'accord, mais un billet PDF où on a édité un billet ou en modifiant des chiffres dans la chaîne de caractères. On a des algorithmes pour ça en fait. On a 40 personnes au product qui sont là pour ça. Justement, on crée des algorithmes, on crée des scènes de vérification, de lecture à l'intérieur des PDF, etc. Donc on sait dès qu'un billet de toute façon a été modifié, je vais aller même plus vite, dès qu'un billet a été ouvert avec un logiciel comme Photoshop par exemple ou Photofiltre, sous ce genre de logiciel. Donc vous analysez les métadonnées avant d'aller plus loin que ça. On analyse la métadonnée quand le billet est mis en ligne sur TicketSwap. Et on en a tous les jours des billets qui sont refusés pour X ou X raisons. Et j'allais même aller plus loin, c'est-à-dire que effectivement, des fois, on a des gens qui viennent nous dire moi je comprends pas, mon billet il est pas accepté sur votre plateforme, on me dit que c'est un faux billet, que je l'ai modifié. Et en fait, pas du tout. Des fois, on doit nous manuellement accepter le billet pour justement, en plus de cette vérification automatique, nous bien vérifier avec les programmes qu'on a que justement le PDF correspond vraiment et que. D'accord. Donc vous avez un équipement technique qui permet de garantir, de vous prémunir en tout cas de faux billets. Dice, vous êtes sur une chaîne fermée où vous générez le QR code à la fin, donc il n'y a pas du tout toutes ces problématiques. On ne peut remettre en vente que des vrais billets. Oui. Voilà. C'est tout. Et vos organisateurs, qu'est-ce qu'ils ont à gérer en termes de suivi des reventes ? Comment ils surveillent les ventes organisées chez vous ? Ils ont dans leur back-office un nombre toutes ces infos sont précisées. Les billets revendus sont précisés dans la door list, enfin dans la liste des billets. Et justement, je repensais aux chiffres, mais sur les concerts complets qu'on a fait depuis qu'on est à Paris, sur tous les événements complets, je crois qu'on est autour de 5% 5,5% de billets retournés et repris. Oui, donc c'est cohérent en fait avec tous les chiffres qu'on a vus jusqu'à présent. Moi c'est simple, le billet est détruit et un nouveau est recréé. D'accord, mais ma question est, quand on est organisateur ou producteur, quelle est l'activité qu'on mène à bien pour veiller ou surveiller ce qui se passe sur le second marché et quelles actions sont menées à bien à ce moment-là Donc j'entends que les acteurs disent j'ai des outils techniques qui me permettent d'empêcher quelqu'un de mettre un faux billet, très bien. Et toi, en tant qu'organisateur, est-ce que tu as une veille ou une activité qui permet de surveiller les remises en vente ? Sur certains événements où tu as beaucoup de... En fait, le truc, c'est que c'est très... parce qu'il y a la grosse revente de billets se fait principalement souvent sur les événements Facebook. Je parle par exemple pour les festivals que tu vas organiser. Tu vas avoir vend un billet, venir me voir en message privé, un lien TicketSwap, un lien Place Minute, etc. Il y en a des trucs qui vont être mélangés dans le fil d'actualité de l'événement. Le problème, c'est que faire une veille quand tu as 100 propositions d'achat ou 100 propositions de vente, ça devient ça peut devenir très lourd en fait. C'est que ce que j'entends, c'est que les seuls moyens sont humains. Je pense que les seuls moyens sont humains aujourd'hui. Très bien. Shotgun, de votre côté, les moyens proposés aux organisateurs d'événements pour contrôler ce qui se passe sur le second marché ? Alors, je vais un peu rejoindre ce qui a été dit auparavant. Nous, notre proposition de valeur, c'est de dire vous n'avez pas besoin de faire de la veille. Tout se fait automatiquement et tout se fait de manière sécurisée. L'intégration de la billetterie primaire et de la billetterie secondaire permet, dans les faits, une sécurisation technique, une sécurisation légale, etc., etc. Donc, à titre informatif, on peut donner accès aux données de revente.
mais il n'y a pas d'action à proprement parler par le producteur d'événements, si ce n'est en tout début de ses configurations, de sa communication, de ses éléments visuels, etc., de mettre sur ses billets la revente est uniquement possible sur Shotgun, de mettre sur son site les liens, etc. Là, c'est pour le public. Voilà, c'est ce qui est fait. J'ai parlé du name tout à l'heure. On est la billetterie exclusive de Nuit Sonore 2020. Oui. Ils ont repris exactement la même structure de relais de cette information de la bourse aux billets Shotgun que le Name Festival. Donc c'est la seule chose, en gros, nous, qu'on demande pour le producteur s'il faut vraiment s'engager dans un système de billetterie sécurisé, c'est être transparent sur l'information et laisser les choses se faire. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, puisqu'on a à peu près le même système. Le truc, c'est que tu n'empêcheras jamais en fait, les gens sur les fils d'actualité, Facebook, etc., de proposer des billets en vente, de sortir de notre système. Nous, ça fait 7 ans qu'on fait de la revente. À chaque événement, on a beau leur dire, on a beau le matraquer, c'est dans les mails, c'est dans les rappels d'achat, c'est dans le compte, c'est absolument partout. S'ils ne veulent pas le vendre par l'intermédiaire de Plasmut, parce qu'ils n'ont pas envie d'une commission, parce qu'ils pensent qu'il y aura une commission, ou parce qu'ils ont envie de le vendre plus cher, tu es obligé de mettre les moyens humains, tu es obligé de vérifier. Je suis d'accord, à la différence que je suis assez d'accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la responsabilité sur ce sujet, elle est éclatée, elle est multiple. Il y a le producteur, la solution de billetterie et le public. Si le producteur joue son rôle d'informateur, d'éducateur, qu'il est transparent sur toutes ces plateformes de mise en vente, que la solution de billetterie derrière propose une solution qui est sécurisée et qui relaie ces messages de prévention, que sur le billet, il y a bien marqué en bas du QR code, attention, si vous rachetez ce billet hors Shotgun ou hors solution X ou Y, le billet ne vous garantit pas l'accès. Après, c'est de la responsabilité de l'individu et c'est à ses risques et périls. On est complètement et là, à ce moment-là, au contrôle d'accès, s'il arrive avec un billet qui est déjà scanné, mais que sur ce même billet, il y a marqué noir sur blanc, toute revente hors application mobile Shotgun ne garantit pas l'accès à l'événement. Donc là, on est sur la partie éducation, mais je reviens sur ma question, mais du coup, je l'élargis peut-être à Thomas. En tant qu'organisateur, producteur de mise en vente, quelle activité mènes-tu à bien et comment pour t'assurer ou identifier les mises en vente que tu n'aurais pas autorisées? Aujourd'hui, on fonctionne uniquement par des moyens humains, parce qu'il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, pas de moyens techniques qui existent sur ce sujet. Donc on a, tous les gestionnaires billetterie ont des petites alertes Google sur les artistes et les salles qui gèrent. Ils font des tours sur les events Facebook et compagnie des artistes qui gèrent, et des salles qui gèrent évidemment. Et effectivement, derrière, on a la chance pour le coup d'avoir un service juridique assez constitué, et donc qui derrière fait partir courrier recommandé sur courrier recommandé pour les ventes qui sont organisées ou gérées sur des sites et donc avec des sociétés derrière. Pour les individuels, globalement, on n'a pas de recours aujourd'hui. Oui. Donc ça, c'est pour l'activité qu'on mène au quotidien pour tenter de limiter tout ça. Après, pour répondre aux clients qui nous posent la question, parce que ça nous arrive assez régulièrement en amont au service client de recevoir des sollicitations de « j'ai acheté mon billet ici ou là, est-ce qu'il est valable ou non ?» La réalité, c'est que pour voir si un billet est un vrai billet ou un faux billet, là pour le coup, il n'y a pas besoin de moyens techniques, il suffit juste de connaître un peu la billetterie, donc ça c'est assez simple. Après, pour répondre si un billet passera ou non, certes, on peut regarder si le billet vendu par un distributeur ou notre marque blanche est annulé ou non. En revanche, de là à garantir à la personne qu'elle sera la première à rentrer avec, évidemment, c'est un risque qu'on ne prend pas. Si on se projette un peu dans l'avenir, on sent que sur le marché de la billetterie, il y a une pression croissante de la part des autorités, pour l'appeler comme ça, sur la sécurisation, la sécurité des accès. Sur les événements sportifs, c'est particulièrement réel. Toi, vous connaissez très bien tous les deux. La faisabilité de mettre en place des règles croissantes de vérification d'identité, d'interdiction de céder son billet à un tiers que chacun soit bien le porteur du billet. Quelles seraient, d'après vous, les difficultés qui vont être rencontrées dans les prochaines années dans ce mouvement qui me semble être inexorable, objectivement? Alors, tu mets le doigt dessus, j'allais y venir. J'ai 2 événements en tête sur lesquels il n'y avait globalement pas de problème de revente. C'est un concert de Radiohead il y a 2-3 ans au Zénith de Paris, où en gros il fallait intégrer chacun des bénéficiaires et tu rentrais avec une pièce d'identité. Ouais, bonjour le contrôle d'accès.
première solution. Mais en attendant, c'est efficace. Ça pose d'autres problèmes, évidemment. Oui, mais bon. Et le deuxième, c'était la conférence de Michelle Obama qui est venue il n'y a pas très longtemps pour présenter son livre. Même sujet. Donc c'est sûr que si on va très loin et si on veut la sécurité maximale, c'est celle-là, on sait très bien qu'elle est absolument pas exploitable. On l'a entendu après les tragiques événements d'il y a quelques années. Des porteurs on va dire, de démarches sécuritaires en disant maintenant contrôle d'identité à chaque entrée de billet. Et puis objectivement dans l'organisation des salles, on ne voit pas comment ça pourrait être fait. Non, mais en plus, on est d'accord. Je prenais ce contre-exemple pour montrer qu'effectivement ça c'était efficace, mais c'est évidemment pas possible. Thomas le sait bien. Tu parles des attentats. Les budgets de sécurité des organisateurs ont explosé et ont mis en péril vraiment l'activité à ce moment-là. Donc, il faut qu'on trouve un juste équilibre. Les solutions techniques qu'on évoque là, toutes celles qui existent, globalement, elles font bien le job. Après, il faut aller plus loin. Il faut aller effectivement sur de la communication. Il faut travailler avec le Prodis. Il faut travailler avec un ensemble d'institutions pour que ça se fasse bien. Il faut bloquer au niveau du marché primaire tous les robots dans la mesure du possible. Il faut émettre potentiellement, tracer aussi la revente en gérant les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je décide de revendre un billet, il passe dans quelle main, globalement, qu'on puisse tracer tout ça. Et puis, il y a d'autres niveaux de sécurité. Tu en parlais côté DICE. Ça fait partie des choses qui sont travaillées. C'est le fait, finalement, de générer un code barre en dernière minute. Ça fait partie des niveaux de sécurité, en tout cas, qui permettent d'être mis en place et de le limiter. D'accord. Et là, on parle de mesures de sécurité en entrée pour vérifier l'authenticité d'un billet, la véracité de la personne. Mais pour revenir sur ma question initiale qui était de dire comment, en tant qu'organisateur, on surveille, on voit bien que ce n'est pas gérable aujourd'hui en l'état des technologies. Donc je voudrais juste lancer réaction des uns et des autres, mais les problématiques d'interopérabilité aujourd'hui du système de billetterie, le moyen technique qui permettrait de remonter une chaîne pour vérifier la validité d'un billet de manière automatique. Dans le monde aérien, il y a des domaines d'interopérabilité qui existent entre les compagnies, les vendeurs et revendeurs. Il n'y a rien aujourd'hui dans le monde de la billetterie. Il me semble que ça va être un sujet qui va être réel plus on va avancer dans le temps. Vous, avec votre expérience, quand on vous parle d'interopérabilité et de capacité de traçabilité des billets de bout en bout, vous réagissez comment ? J'entends un silence qui est révélateur de l'absence de réponse. Je m'imagine la scène en fait entre nous. Qui commence. Mais non, mais c'est à dessein. Alors c'est une marotte chez moi. Ça fait 15 ans que je traite j'ai ce sujet en tête, mais sincèrement, je n'ai pas entendu de réponse. Pour moi, depuis le début, historiquement, on est sur un marché où les technologies étaient fermées pour N raisons. On est sur une ouverture des ventes et des croisements des données. On voit bien aujourd'hui que le second marché est un révélateur des faiblesses de ces technologies, de ces environnements. On voit bien d'ailleurs quand on est en marché ou en silo fermé, qu'on réduit largement les problématiques de fait. Mais l'ouverture des données, l'ouverture des accès au système d'information est une évidence. Il n'y a pas d'autre alternative. Et donc demain se posera cette question. Donc on sera sûrement l'objet de la conférence l'année prochaine du Forum Billetterie. On va peut-être y consacrer une journée, peut-être. Mais en attendant... Non, ce que je peux dire là-dessus, c'est que globalement, tout passe par effectivement un entrepôt de données. Aujourd'hui, nous, sur le marché primaire, dans les solutions qu'on propose, 100% des titres, en tout cas d'accès sur un événement pour nos clients, tous les titres sont complètement intégrés avec un numéro unique, que ce soit le numéro fiscal évidemment ou le numéro du code barre. Et derrière, on gère la relation avec le contrôle d'accès, soit lorsque c'est nous qui l'opérons, soit lorsque c'est un autre prestataire. Demain, sur le marché secondaire, je dirais, on peut fonctionner de la même façon que sur le marché primaire. Le tout, c'est que les systèmes soient interfacés et qu'ensuite, les détenteurs de droits soient en capacité d'ouvrir ou non la vente sur telle ou telle plateforme. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu sur le marché primaire, il y a quand même une désintermédiation assez forte au niveau de la billetterie. Faut imaginer aussi que cette désintermédiation, elle interviendra évidemment sur le marché secondaire et que le fait on va de lâcher dire... le blockchain, c'est ça, assez rapidement.
Sans même parler de blockchain. Enfin, je pense que la blockchain, effectivement, c'est une tendance, c'est à la mode. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les systèmes de billetterie, dès lors qu'ils sont interfacés, ils offrent un niveau de sécurité qui permet d'ores et déjà de faire un contrôle et de s'assurer de la validité d'un titre. Pour la revente, moi je pense que l'avenir, c'est que toutes les billetteries primaires aient leur propre système de revente intégré, et que ensemble on décide de créer un site tout bête où le mec arrive, j'ai acheté mon billet sur la Fnac, bah, c'est comme ça que tu dois faire. J'ai acheté mon billet sur Place Minute, c'est comme ça que tu dois faire. Et qu'en fait, pour moi, ça doit faire partie d'un service comme le contrôle d'accès, comme la vente sur place, comme pour moi, c'est la billetterie primaire de le faire en fait. D'accord. D'autres points de vue peut-être? Pas du tout. Bon, bah, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Parce qu'on parle, nous, là. Oui, une au fond. Moi, j'avais une remarque à faire. Donc, je suis le gérant de OnTour. Donc, on propose des services de transport, hébergement pour les concerts, événements culturels. Donc, je me demande s'il n'y a pas un double discours au niveau de... Enfin, voilà, si on tape Céline Dion billet, Mylène Farmer billet, Iron Maiden billet, enfin voilà, il y a, pour pas les nommer, Viagogo, StubHub, Livebooker qui sortent. Donc, est-ce que, enfin voilà, il y a une législation à respecter. Nous, on est en contact avec certains producteurs où on demande l'accord ou non de pouvoir proposer des packages avec un service réel. Nos packages sortent à moins de 300 € tout compris, et dans le même temps, on voit sur Google des billets du second marché qui sont plus chers que. Donc, est-ce que c'est pas la responsabilité du producteur de... Oui, c'était un peu ma question iconoclaste tout à l'heure sur le prix des billets, volontairement. Hein, c'était toujours pareil pour animer les débats. Il n'y a rien de mieux que de balancer des grenades. Mais là, j'entends un acteur qui est au service de la filière, qui vient créer de l'affluence et qui permet à des publics de bénéficier de packages et qui est lui-même confronté au surcoût, donc faute, le cas échéant, d'accords commerciaux en direct avec le producteur. Est-ce qu'il y a une réponse autre que ça? Non? Bon. Moi, je voulais intervenir. Oui. Mathieu Drault, GDP. Alors, on s'entend pas très bien, rapprocher le micro. Pour répondre aux problématiques de prix, j'ai entendu beaucoup de points de vue là dans ce que j'ai entendu, c'est très intéressant. Mais moi, de mon expérience, de notre expérience, si on est encore aujourd'hui à penser que un billet à 40 ou 50 € ou même 80 € est trop cher pour voir un spectacle, on n'a rien compris. On est d'accord, c'est même en dessous de la réalité des prix. Et la réflexion d'OnTour est vraie, c'est vrai, on vend aujourd'hui des packages avec des billets d'avion, des billets de train, etc., avec des places, et ça se retrouve moins cher des fois que des places sèches sur des plateformes où le producteur n'est absolument pas sollicité pour les mettre en vente. J'ai vu que j'avais des concerts sur TicketSwap, on va en parler, mais c'est... comment vous dire ? Je pense qu'on est encore loin d'avoir vu l'augmentation des prix des billets se terminer. Je pense que le marché va encore continuer à grandir. Oui. Je pense que, et pour voir notamment ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, et on a beau mettre nos chapeaux de Gaulois et se penser différent, on est encore très 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 influencé par ce qui se passe aux États-Unis. On va avoir des places à plus de 1 000 € bientôt, clairement. On va avoir des places... Bien sûr. Il y a eu quelques innovations dans le sujet, oui. Là on vient d'annoncer Kiss aujourd'hui. Alors on a les artistes qui nous proposent des offres VIP à envoyer à 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois le prix du billet, avec des rencontres avec eux, ou pas d'ailleurs. Là maintenant, on nous propose même plus les packages VIP à 200 ou 500 €, c'est tout de suite à 1 000 € ou 1 500 €, et les gens payent ça. Et tout à l'heure, j'ai entendu qu'on ne peut pas ignorer les 99% de la demande parce qu'il y a 1% de gens qui sont prêts à payer des sommes folles, mais c'est ces 1% qui drive le marché vers le haut. Et je peux vous assurer que quand des artistes reçoivent des messages sur leur plateforme et s'interrogent que des gens n'aient pas de billets, etc., moi, les messages que je reçois, c'est pourquoi tu vends ma place 50 balles alors qu'elle peut se vendre 100 ou 200 €. Et pourquoi quelqu'un vend la place de 100 € et moi, vraiment le sujet majeur, et je suis très d'accord avec ce que disait Alban tout à l'heure, on ne peut pas dissocier premier et second marché.
On peut pas. Là, vous venez aller dans le sens de mes remarques tout à l'heure sur les prix réels et l'élasticité des prix. Lorsqu'on a des gens, des publics prêts à payer 500 versus 50, où se trouve le vrai prix? Et j'entends ce qui est naturel de la part des acteurs qui vendent Alors, le leurs prix moyen ne compétences. sera pas 500, mais le vrai prix, c'est 500. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vend des 50, c'est pas cher. C'est ce que les gens sont prêts à payer. Et bon, on a tous envie d'avoir plus de monde dans nos salles, on a tous envie de vendre plus de billets, mais on est dans un métier quand même où on ne peut pas pousser les murs. Quand je fais ACDC et que j'ai 80 000 places à vendre, je peux en vendre que 80 000. Donc c'est pas pour tout le monde. Quand on fait un concert à la Philharmonie, il y a 2000 places, il y a peut-être 15 000 personnes qui veulent venir, on ne peut pas les accueillir, c'est pas pour tout le monde. Donc le marché sera toujours drivé par les gens qui payent cher, donc ça, par opposition. C'est une tendance structurelle qui répond aux règles économiques basiques et universelles. La demande enchérit, conduit à un enchérissement des coûts. Et la FNAC, pardonnez-moi, n'a rien compris pendant des années à nous mettre en avant des solutions pour vendre des places moins chères, et on le fait encore aujourd'hui avec des programmes adhérents, etc. Mais alors que la dynamique aujourd'hui, c'est qu'il faut vendre des places plus chères, parce que c'est ce que les gens veulent. Ils veulent acheter plus cher parce qu'ils veulent rentrer. Mais ils veulent acheter plus cher, pas pour le plaisir de dépenser. Ils veulent acheter plus cher pour avoir de meilleurs services, un accès exclusif. Ils ont un meilleur service. Ils ont des shows qui sont de meilleure qualité qu'il y a 15 ou 20 ans. Ils ont des productions qui sont de meilleure qualité. Ils ont des expériences clients. J'ai entendu parler du Hellfest en festival qui est meilleur que ce qu'on pouvait vivre avant. C'est d'ailleurs peut-être cette élévation qualitative qui conduit à une ruée vers les places du Hellfest. C'est qu'on sait moi je me réjouis à chaque fois qu'un nouveau festival se crée ou qu'une nouvelle salle s'ouvre, parce que c'est un jouet de plus pour les artistes et pour nous producteurs pour aller proposer des spectacles. Et quand je ne suis pas encore allé à la Défense, mais c'est un lieu voilà, très, très, très nouveau et qui excite beaucoup les gens. Et si les gens, les Stones sont allés là-bas, si les gens payent plus cher, c'est parce qu'ils sont ravis en fait, de découvrir un nouveau lieu et de vivre quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Mais je me permets d'intervenir, mais en fait, les billetteries en soi ne décident pas du prix du billet. C'est le producteur fait absolument ce qu'il veut. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir ce qui se fait sur les plateformes de Ticketmaster et tout. Vous pouvez acheter ce que vous appelez premier et second marché sur la même plateforme. Vous avez des concerts qui sont complets, vous pouvez aller sur Ticketmaster, vous achetez des places, vous avez des places libres. Parce que soit des gens les mettent en vente sur la même plateforme, soit parce que Live Nation organise sa revente. J'ai pas entendu parler de ce sujet-là, mais c'est quand même un sujet. On l'a tué, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas développé aujourd'hui pour pas en rajouter une couche. Non, mais oui. Ça existe. Mais c'est un fait avéré, oui. Donc, si au contraire, le distributeur aujourd'hui doit proposer les outils, j'ai entendu ça ce matin et c'était très pertinent, le distributeur doit proposer les outils qui permettent de varier les prix et qui permettent de s'adapter à la demande des gens et de s'adapter à ce qu'ils sont prêts à payer. Si je peux me permettre d'intervenir, je pense que votre constat il est très pertinent et il révèle un vrai fait sur le marché de l'événementiel en France, qui a un retard par rapport à d'autres marchés. Sur plein de points, mais celui-là, la question du prix, c'est un vrai point. En fait, c'est pas un gros mot, on peut le dire, mais le yield management est justement cet outil, cette vision d'un prix malléable qui permet de répondre à ces besoins-là. Et c'est pas forcément le marché secondaire qui peut prendre uniquement la responsabilité de ce yield management qui dépendrait uniquement des personnes qui remettent en vente leurs billets. Je pense à ce qui se passe sur la vente primaire de billets d'avion ou de billets d'hôtel. Ces marchés sont un peu plus en avance sur cette question-là. Et il y a des mécaniques qui permettent, en reprenant les mêmes contraintes que celles d'une salle d'un événement, c'est-à-dire une contrainte de temps, le temps de mon cycle de vente, entre le moment où je joue mes ventes et le moment où le spectacle a lieu. C'est pareil pour la réservation d'un ticket pour un billet d'avion qui va être complet. Le billet d'avion, c'est une salle avec un nombre de places qui est déterminé. Et il y a une contrainte de temps entre le moment où je décide d'ouvrir le booking de mes tickets jusqu'au moment où l'avion va décoller. Là, on peut créer des parallèles sur les outils. La différence, souvent, c'est que prendre un billet d'avion, c'est pas un loisir. C'est un impératif. La différence que l'aérien vend pas cher à l'ouverture. Oui. Bon, mais en tout cas, il y a des outils, des méthodes. Leur transposition nécessite de prendre en compte les spécificités.
Sur le yield management, mon expérience ces 15 dernières années, c'est de constater qu'on peut toujours décider de ne pas aller à un spectacle. Alors que ne pas prendre le billet d'avion, ça peut ne pas être possible. C'est là où il y a une différence fondamentale. Oui, mais c'est pareil dans le spectacle. Vous avez des fans, des fans de Céline Dion. Je ne fais pas Céline Dion, mais des fans de Céline Dion, pour eux, c'est impensable de rater le spectacle. Tout comme c'est un petit segment de public, tout comme c'est fonctionne. impensable pour des gens de ne pas prendre le billet pour New York parce qu'ils ont besoin absolument d'être à New York tel jour. C'est dans les comportements que vous avez chez les gens. Et comme vous avez des gens qui vont en vacances, des fois dans des destinations, parce que c'est pas cher, et qu'on leur a dit d'aller là-bas, et qui n'ont pas forcément voulu choisir leur destination au départ. Je suis assez les d'accord. Les comportements sont les mêmes. Je suis assez d'accord, et je pense que ce qui se passe en ce moment sur la gestion des prix par les producteurs d'événements, au final, c'est un peu un yield management artisanal. Quand on décide de lancer des early bird à 15 €, puis qu'on anticipe ça va générer un sentiment d'urgence pour anticiper le lancement de regular à 20 €, puis des last chance à 25 €, pour moi, c'est du yield management artisanal. Donc, c'est une forme de variation de prix, tout à fait. Oui. Culturellement, je pense qu'on n'est pas prêt à avoir des algorithmes qui puissent déterminer librement du prix de vente d'un billet pour une salle sans qu'il y ait aucune intervention humaine et sans cadrage par les artistes sont pas prêts, sans annonce, etc. En plus. Exactement. Donc je dis pas que c'est la solution, mais ça peut être une piste de réflexion à venir pour trouver un prix qui soit plus juste en fonction des réalités de l'offre et de la demande, et éviter justement des prix hallucinants et non contrôlés sur le marché secondaire. Ok. Thomas, Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mathieu. Pour moi, la seule différence est surtout sur le fait que on a d'un côté une notion de prix moyen et de l'autre une notion de jusqu'où tu peux aller. Et effectivement, le fait que chacun des publics en face puisse trouver son offre dans ce qu'on est capable de proposer, en tant que producteur, organisateur, exploitant de lieu, etc., c'est évidemment ce qu'il y a de plus important. Et là-dessus, évidemment, être capable de proposer des packages à 2000 € quand l'artiste est OK avec ça, c'est une très très bonne chose. La seule chose, c'est effectivement d'être capable d'avoir cette élasticité tarifaire dont on parlait tout à l'heure, et de ne pas perdre de vue, en tout cas pour des métiers peut-être plus sur des séries longues, comme des pièces de théâtre ou déjà cet exemple, ou des comédies musicales sur lesquelles effectivement l'exercice est différent parce que l'exercice y a des creux dans la fréquentation. Exactement. Donc on joue pas évidemment avec une salle de 2000 sur laquelle il y a une demande de 15 000. Donc c'est différents exercices, mais pour le coup, là où je pense qu'on est, s'il y a bien un sujet sur lequel on est tous d'accord, c'est que l'élasticité tarifaire est évidemment un sujet essentiel qui va un tout petit peu plus loin que la notion de second marché, mais c'est une certitude. Notre métier, c'est vraiment de bien sentir ça. Et peut-être qu'un jour, des algorithmes le feront et puis que notre métier, du coup, n'aura plus aucun intérêt. Mais notre métier, c'est d'anticiper ça. Notre métier, et moi, quand je fais une grille de tarifs et que je me dis que je vais pouvoir vendre telle place à tel prix et que telle autre place, je ne pourrais pas les vendre plus cher que ça et qu'on fait nos jauges, etc., ça, c'est notre métier. Quand j'ai fait les Stones à Marseille, on a défini nos prix. J'avais très peu de second marché. Très très peu. Il y en avait un petit peu, mais il y a un moment, vous êtes tellement cher, entre guillemets, sur le premier, il n'y a plus de second. Quand on est à 280 €, on était en top price sur un concert comme ça. Il y a un moment, il n'y a plus de second marché. Et là, on a fait notre boulot. Là, on a fait notre boulot parce qu'on a su quel prix les fans étaient prêts à payer. L'artiste est content parce que du coup, il est payé sur une recette globale. Et je pense que tous les institutionnels, la SACEM, le CNV, etc., demain le CNM, peuvent aussi être contents de ça parce que du coup, l'argent reste dans la chaîne. Et là, on a fait notre boulot. Donc oui, évidemment, c'est pas parce qu'on vend des places à 280 € qu'on va mettre toute la salle à ce prix-là. C'est évidemment pas le sujet. Mais notre métier, c'est ça. Notre métier, c'est d'arriver à bien orchestrer un plan de salle et de bien imaginer les prix et de limiter ainsi le second marché. Si j'ai un concert qui est complet en 2 heures et que les acteurs de second marché font autant de recettes, c'est qu'on a mal fait notre boulot. C'est ça. J'ai même constat quand le client dit oui tout de suite, j'étais pas assez cher. Ça m'est arrivé. Ça arrive rarement. Ça m'arrive rarement, oui. Pour terminer, en dehors des blagues, donc juste merci à tous. Juste pour rappel, donc
Le second marché s'anticipe et s'organise. Il est aussi important que le premier et il doit être pris en compte dès la conception de la grille tarifaire, comme vient de nous le rappeler. Il y a des moyens, des outils adaptés à la diversité de vos situations. Il y a des gens qui sont des professionnels du second marché qui vous permettent de le garantir. Il y a un mouvement de fond inexorable qui est en effet le fait d'intégrer en standard du second marché dans les places de premier marché. Donc soit vous en disposez, soit vous allez chercher des gens sur le marché qui proposent des places de second marché en marque blanche. Je pense à Relax qui est ici dans la salle. Vous avez un ensemble de moyens, vous avez la capacité de le faire. La problématique, la seule capacité qui va vous manquer, c'est le temps. Voilà. Mais on va parler maintenant d'un second sujet qui va être plus sur un niveau réglementaire. Donc merci à toute l'Assemblée et merci à tous d'être venus. Merci, au revoir.